Bonsoir à tous. Il est 20h32, je déclare ouvert le conseil municipal. Je vais procéder à l'appel nominal. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Présente. Laurent Direz. Présent. Tao Lyon. Présente. Fabrice Cassada. Présent. Emmanuel Abel a donné pouvoir à Olivier Colesso. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali, absent. Alexandre Bouzet a donné son pouvoir à Catherine Ribaille. Isabelle Soulis a donné son pouvoir à Fabrice Cassada. Béatrice Desrois. Présente. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Berenguer a donné son pouvoir à Michel Romagnac. Karine Lorteau. Présente. Anaïs Roy. Présente. Mathilde Hustin. Présente. Jean-Paul Algaron, absent. Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Hustin. Philippe Tadjidzik. Présent. Michel Romagnac. Présente. Ahmed Saïd, absent. Pierrette Muni a donné son pouvoir à M. Hamdi. Ali Bouchama a donné son pouvoir à M. Ateba. Fabienne Gilliot. Présente. Grégory Ateba. Présent. Toufik Hamdi. Présent. Nous avons 17 présents. 7 pouvoirs et 24 votants. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Michel Romagnac s'est proposé. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc Michel Romagnac, secrétaire de cette séance. Avant de commencer par l'ordre du jour, je voudrais faire une annonce importante. Il convient que vous notiez dans votre agenda la date du prochain conseil municipal. Il s'agira du 9 juin. Alors pourquoi il faut le noter? C'est que ce n'est pas une date qui est choisie par le maire, celui-ci, mais c'est une date d'ordre public qui est fixée par décret du ministère de l'Intérieur. Il s'agira à l'occasion de ce conseil municipal de désigner les délégués aux élections sénatoriales. Nous sommes un conseil municipal composé de 27 conseillers et nous aurons 15 délégués, enfin 15 grands électeurs, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça en langage courant, et 5 délégués. Donc il y aura une élection à bulletin secret qui se déroulera selon les règles prévues par arrêté, commune par commune. Donc on attend cet arrêté. En tout cas, notez le 9 juin, c'est une date obligatoire. On ne peut pas faire cette réunion avant ni après. Voilà. Donc on compte tous sur votre présence. Eh bien, si vous êtes prêts, on va... Alors, on n'approuve pas le PV du dernier conseil municipal. Le temps nous a un petit peu manqué pour le mettre en forme. Donc, on approuvera le PV du dernier conseiller de celui-ci à l'occasion du prochain conseil municipal le 9 juin. Voilà. Premier point à l'ordre du jour, la vente des parcelles B536 et B546. Alors, il y a deux parcelles, mais en fait, l'une d'entre elles est très petite. C'est un petit bout qui fait 1 mètre carré ou quelque chose. Ça correspond à l'espace qui est anciennement la bâche du château d'eau. Donc le terrain où il y a de l'herbe et un arbre qui a été clôturé il y a 1 an et demi déjà pour le faire sortir du domaine public et qu'on se propose de mettre à la vente pour y réaliser un projet d'un pavillon et de 2 maisons de vie. Ça, c'est un projet qui a été soumis en commission urbanisme la dernière fois, donc les commissaires à l'urbanisme savent bien de quoi il s'agit. Et le prix a été fixé par les domaines à 195 000 €. Et voilà, donc une proposition a été faite au prix fixé par le domaine. Donc nous acceptons et l'objet de la délibération est donc d'autoriser le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires afin que cette parcelle soit vendue. Y a-t-il des questions? Non. Qui serait contre cette vente? Donc ça fait 3 plus les pouvoirs 5. Qui s'abstiendrait? Merci. Le point suivant de l'ordre du jour, le renouvellement du tiers payant GIE Commutitre. Alors ça, c'est devenu une institution dans notre commune. Il s'agit de la participation de la commune au financement du titre de transport imaginaire pour les collégiens qui vont aux 4 arpents. Alors régulièrement, on s'interroge sur le format ou l'évolution qu'il faudrait donner à ce soutien. On n'arrive jamais à trouver une formule meilleure que celle qui avait été mise en place depuis plusieurs années. Donc cette année encore, on propose de renouveler le dispositif tel qu'il était l'année précédente. Souvenez-vous, il y a 1 an, le montant de la subvention allouée par la commune avait baissé
parce que celle allouée par le département avait augmenté. Donc c'est un peu un jeu à somme nulle. Donc cette année encore, nous proposons la prise en charge de la carte imaginaire des collégiens qui sont inscrits aux 4 arpents à hauteur de 60 € par carte. Donc le dispositif n'évolue pas par rapport à l'année dernière. Qui serait contre ce dispositif de tiers payant? Qui s'abstiendrait? Merci. On avance. Participation financière de la commune à la classe découverte. Alors, on reprend maintenant que la Covid est passée, que la commune a repris un rythme de croisière. L'habitude donc de cofinancer au bénéfice des élèves du Loupio la sortie des classes découvertes. Cette année, il s'agit de découvrir les installations olympiques de la base nautique de Vers-sur-Marne, qui est l'un des sites olympiques que nous avons la chance d'avoir en Seine-et-Marne. Donc cette classe découverte a pour but de faire découvrir aux élèves le stade nautique de Vers, et notamment les épreuves de canoë-kayak, para-canoë, aviron, para-aviron, parce que c'est très important, ça c'est quelque chose qui est très appréciable dans les Jeux olympiques de Paris, c'est que le côté para-olympique et olympique est vraiment associé, il n'y a pas de hiatus entre les deux, et ça c'est très très bien pour nos jeunes. Voilà, donc l'objet de l'aide porte sur la prise en charge de 50% du coût total, soit pour l'ensemble de la sortie, l'ensemble de la classe, 4 363,60 €, en sachant que la coopérative de l'école participe également aux frais engendrés par cette sortie à hauteur de 913,60 €, tout ça sur la délibération, et que la participation restant à charge pour les familles est de 50 €, avec des modalités de paiement pour celles qui le souhaitent. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette... Oui, monsieur Atiba, vous avez un micro. Un grand mot, le déroulement de la classe, c'est comment? Comment se déroulera la classe de découverte? Vous voulez dire le jour par jour, quel est le... Oui, parce que du coup, il rentre le soir, je présume. Il rentre le soir? Oui. Monsieur Paquet-Sala, vous voulez donner des détails sur la... J'en ai pas plus que ça. Effectivement, tout ce que je sais, c'est qu'ils rentreront tous les soirs et qu'ils repartiront tous les matins. En même temps, Vers, c'est un petit quart d'heure de bus, grosso modo. Après, le programme, précisément, j'en ai pas encore les contours clairement définis. C'est l'Éducation nationale qui a décidé de l'organisation des journées. C'est organisé par l'Éducation nationale? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui a un lien de près ou de loin avec l'organisation des Jeux Olympiques, en fait, répond à des cahiers des charges qui sont fixés par la préfecture. On reçoit une pression assez amicale des services de l'État pour participer à hauteur de nos moyens à l'organisation des Jeux Olympiques. Bien évidemment, on n'est pas organisateur ni co-organisateur, mais l'idée c'est de diffuser dans l'esprit de tout le monde, et notamment des jeunes, l'esprit olympique. Et donc il y a beaucoup de propositions qui sont faites par l'Éducation nationale, par les services de l'État, par le monde associatif également, et auxquels nous on se greffe pour rentrer aussi dans le cadre du programme Paris 2024. Et le ministère des Sports, il est intervenu là-dedans? Je ne sais pas si le ministère des Sports est intervenu. C'est une proposition qui nous a été faite par l'école, qui nous semblait bien en ligne avec à la fois les politiques de l'État et puisque les jeunes rechercheraient une année olympique. Donc ça nous a semblé opportun de répondre positivement. Donc, du coup, donc, ils partent le matin, ils rentrent le soir, le midi, ils mangent sur place, je présume. Oui, tout est pris en charge. Si vous voulez avoir le détail des activités, moi j'en ai un petit peu ici. J'étais en train de lire d'ailleurs la note de synthèse au moment où vous posez votre question. Donc lors de ce séjour, des activités autres seront proposées aux élèves afin de développer leurs compétences en lecture. Oui, donc il y a aussi un volet éducatif dans cette classe découverte. Travaux sur les plans, sur les cartes, comprendre les fiches documentaires liées aux activités nautiques, des mathématiques, de la géographie, lire ou faire le plan du site nautique, en éducation à l'environnement, écologie, respect de la nature et des ressources naturelles, notamment la question de l'eau, qui est un enjeu important pour notre pays. Pour ce qui concerne la partie récréative, on va dire, tout ce qui est lié au sport nautique, il y aura du stand-up paddle, je suis désolé, ça s'appelle comme ça, ils n'ont pas trouvé mieux, du canoë-kayak et du catamaran. Voilà. Bon, ça devrait être une belle sortie. L'assurance est comprise dedans avec... C'est une sortie scolaire ordinaire, donc la partie qui nous revient est couverte par notre assurance responsabilité civile qui est très extensible, et puis pour les dommages que les élèves se causeraient à eux-mêmes, eh bien c'est la responsabilité des parents de souscrire une assurance pour leurs enfants.
Ah, Oui. Madame Rivail. Juste apporter une précision. Si effectivement des familles, j'ai déjà pu le dire aux collègues élus à l'enfance, si des familles sont en difficulté sur le reste à charge de 50 €, ne pas hésiter, on évaluera leur situation. Voilà, si vous avez connaissance que des familles... Alors, c'est le CCAS? Oui, tout le à fait. CCAS, Voilà, pardon. très bien. Là, Oui, Madame tout à Rivail fait. parle au nom du CCAS. Au niveau du CCAS, voilà, l'idée c'est que s'il y a des situations où il y a des freins du côté des établissements scolaires, vous avez connaissance de familles qui peuvent être en difficulté. Alors j'ai vu qu'il y a possibilité de paiement plusieurs fois, mais voilà, que ce ne soit pas un frein, n'hésitez pas à les orienter vers nous, on examinera la situation et on pourra participer au niveau du CCAS. Oui, merci pour cette intervention, parce que ça, c'est vraiment dans l'esprit de ce qui il essaie d'être fait, c'est-à-dire inclusif, tout le monde participe aux Jeux Olympiques, les valides, les invalides, ceux qui en ont les moyens, ceux qui ne les ont pas, donc c'est effectivement bien de le rappeler. Merci. Dernière question, Oui, comment monsieur. vous intégrez la coopérative, donc ça a été déterminé par l'école? Oui, ça, de l'école. ça fait l'objet d'une réunion entre le service scolarité de la commune, les intervenants à l'école, pour voir quelle est la clé de répartition entre les différents Et comment financeurs. comment vous prenez en compte cette somme dans votre budget? Ça va être une convention, puisqu'il n'y a plus de caisse des écoles, c'est la ville qui fait une convention avec Alors, il y a encore une caisse l'organisme. des écoles, donc on ne mouvemente pas trop. Comment est-ce que c'est... Là, C'est c'est un peu, c'est pas la caisse des écoles, M. Casala, qui intervient, c'est la coopérative. Donc c'est Oui, pas mais dans le budget global, c'est bien la commune qui va faire la convention. la convention de sortie Bah, avec la base de verre. La base. Oui, alors je ne sais pas si ça va passer par la régie, puisqu'on a une régie, comment le flux financier se déroulera c'est un modèle. entre la coopérative et la commune. Mais ce qui était important sur la délibération, c'était de mettre en avant la proportion J'entends bien. des différents financeurs à la sortie. Surtout que vous savez, la question des régies et des paiements, elle est en pleine mutation, puisque vous allez voir un petit peu plus loin dans ce conseil Ça ne sera pas municipal. une convention, On ça revoit sera pas une complètement. signature. Oui, non, mais alors, si C'est c'est... directement en régie. Donc Oui, forcément, complètement, c'est ce que direct. j'allais vous dire. C'est que si c'est par une régie, il n'y a pas besoin de convention. Si c'est un autre moyen, on verra comment on procède. Mais comme on dit, l'intendant suivra. Hein, c'est pas un gros écueil. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de mettre cette délibération au vote. Donc, qui serait contre la participation financière de la commune à hauteur de 4 363,60 € pour la classe découverte 2022-2023 à la base de verre. Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie. Point suivant. Délibération portant instauration d'une gratification de stagiaire de l'enseignement supérieur. Alors je vais vous lire la note de synthèse et ensuite si vous avez des questions, vous les posez. Monsieur le maire de Champlou-en-Brie rappelle que les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Le maire propose au conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de l'enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité. Elle prend la forme d'une gratification dont le montant forfaitaire, accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur. La durée de 2 mois s'apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire. Son versement restera néanmoins conditionné à l'appréciation de l'autorité territoriale sur le travail fourni. Voilà. Alors, pourquoi avoir recours à des stagiaires? Eh bien, d'abord parce que c'est aussi un service que l'on rend aux stagiaires. Ça, c'est un vrai problème que l'on a en France d'une manière générale. Tous les alternances, les stages, on sait que c'est le meilleur moyen de professionnaliser les étudiants. Donc, eh bien, comme on avait fait précédemment avec tous les autres dispositifs d'aide à l'emploi ou de retour à l'emploi, il convenait de passer cette délibération pour aussi nous ouvrir la possibilité d'avoir recours à des stagiaires. Il faut savoir que cette délibération, c'est une délibération un petit peu type que toutes les collectivités et les instances sont en train de passer. Moi qui siège au SIAM, alors je ne sais pas si aussi Trémus sont passés la même, mais en tout cas, dans les différents syndicats, il y a vraiment la volonté d'avoir beaucoup recours aux stagiaires. Nous, on se prépare à recevoir un stagiaire, je crois, sur la partie communication événementielle. Mais ça, c'est une possibilité générale qui est ouverte. Donc, si vous me demandez aujourd'hui dans quel service nous serions susceptibles de recevoir des stagiaires, bien la réponse
et dans tous les services. Et là, c'est une délibération cadre qui va nous permettre de procéder à des recrutements de stagiaires le jour où l'occasion se présente. Il faut aussi tenir compte du profit du stagiaire. C'est pas tout de vouloir prendre des stagiaires, il faut aussi qu'ils correspondent aux besoins de la collectivité et qu'ils soient capables de rendre le service que l'on attend d'eux. C'est pour ça que la délibération aussi est formulée de cette manière. C'est que la gratification, ce n'est pas donnée sans contrepartie, c'est une contrepartie de travail. Il y a une formation, un travail qui est effectué, et tout cela donne lieu malgré tout à une gratification. Y a-t-il des questions ? Le critère de sélection, c'est... Enfin, ce sera un critère basé sur les compétences et le profil. Ça, vous savez, d'une manière générale, on a quand même un gros problème de recrutement dans les collectivités, pas que, dans le privé c'est aussi le cas. Et j'ai envie de vous dire que les critères de sélection aujourd'hui sont quand même pas moins nombreux, mais on est déjà bien content de trouver des gens pour répondre aux postes qui sont ouverts. Mais c'est vrai, je dirais ce qui sourit, mais c'est un problème qu'on a tous dans nos vies professionnelles. Donc voilà, et c'est aussi une façon pour nous de donner un peu une corde supplémentaire à notre arc du recrutement, parce que c'est vrai que depuis 1 an et demi, en fait depuis que les restrictions sanitaires de la Covid sont passées, on a énormément de difficultés, nous et les autres collectivités, à recruter. Et on voit bien dans les postes qui sont ouverts, dans les annonces, que les critères sont de moins en moins nombreux en fait. Donc voilà, c'est une évolution sociétale auquel il faut répondre comme ça. Oui. Et en cas de manquement aux règles de la collectivité, on peut dire au revoir aux stagiaires sans Absolument. Oui. C'est pour ça que le stagiaire fait l'objet d'appréciation régulière de son travail. Ne me dites pas à quelle fréquence et dans quelle mesure, je n'ai pas ce niveau de détail, mais oui, c'est un recrutement. On attend du stagiaire un vrai travail. Il recevra une vraie formation, parce que travailler dans une collectivité comme Chanteloup, c'est très formateur. En échange, on attend du stagiaire un vrai travail, et c'est pour ça que, contre un vrai travail, il faut une vraie gratification. Donc si vous le voulez bien, nous allons passer au vote. Qui serait contre l'instauration d'une gratification et le recrutement de stagiaires en conséquence? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Point suivant. Voilà, là on va attaquer les délibérations financières. Alors d'abord un petit mot sur le contexte dans lequel ces délibérations sont prises. Chanteloup-en-Brie, comme toutes les collectivités du secteur, dépend maintenant de la trésorerie de Shell. Ça, c'est dans le cadre de la restructuration des services publics au niveau national. Beaucoup de petites trésoreries ont été fermées et regroupées dans des trésoreries plus grandes, mais en fait à peine plus grandes. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que les agents des trésoreries sont vraiment en souffrance, sont vraiment sous pression et ont beaucoup de mal à assurer leurs fonctions, même basiques. Le Marne-et-Gondoire a pris une motion pour appeler au préfet de telle sorte que plus de recrutement soit fait, parce qu'aujourd'hui le travail ne suit pas. Vous avez vu à l'ordre du jour, nous votons le budget aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de voter le compte de gestion, parce qu'en fait il n'y a pas de compte de gestion. Nous, dans beaucoup de communes. Il y a énormément de difficultés qui sont créées par cette situation, parce que là encore, ne voter le compte de gestion qu'en juin, c'est pas un gros problème pour la commune, mais en revanche, le fait que ce qu'on appelle les restes à réaliser ne soient pas validés par la trésorerie en temps et en heure fait que nous ne pouvons pas régler des fournisseurs sur des engagements qui ont été pris en 2022. C'est-à-dire qu'il y a des factures de nos prestataires, enfin de nos fournisseurs de 2022, qu'on va pouvoir voter que là, après cette soirée. Donc vous imaginez les délais de paiement. Là, on est à 120 jours sur certaines prestations, alors que la loi nous oblige à payer à 30. Mais je rappelle le principe, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, qu'il y a la séparation entre l'ordonnateur et le payeur. Donc l'ordonnateur à Chanteloup-en-Brie, c'est moi. C'est moi qui engage les dépenses, c'est moi qui engage les recettes. Mais ce n'est pas moi qui encaisse et ce n'est pas moi qui paye, c'est le trésorier. Et le trésorier n'effectue ses démarches que si il en a la base juridique. Et cette base juridique, c'est souvent lui-même qui la produit. Donc là, on est vraiment dans une situation très compliquée, qui rajoute beaucoup de tension auprès de nos fournisseurs. Et ça, j'avoue que c'est très compliqué. Nos agents aussi qui sont sous tension, parce qu'ils doivent aussi être capables de répondre à la pression de nos partenaires, et c'est très embêtant. Donc voilà, un contexte très compliqué financier, pas seulement à cause du contexte économique, ça à la limite on n'y peut rien, mais parce que bien oui, les services de l'État sont vraiment désorganisés par la recherche d'économie
qui à mon avis n'est pas, enfin les économies ne sont pas recherchées aux bons endroits. Mais ça, c'est une autre question. Donc, la première délibération financière consiste à la souscription d'un prêt relais. Alors, le prêt relais, quelle est la différence entre un prêt relais et un emprunt ordinaire que l'on pourrait faire? Il est tout à fait logique et commun pour une collectivité d'emprunter pour financer ses investissements, puisque c'est le seul motif valable d'emprunt pour une collectivité. Hein. Tout ce qui est fonctionnement doit être financé par l'impôt et les dotations. Mais là, il ne s'agit pas d'emprunter pour financer un investissement particulier, mais il s'agit de faire ce qu'on appelle du portage financier, c'est-à-dire pour mettre en face, pour financiariser en fait des recettes futures. Je m'explique. Chanteloup-en-Brie, vous le savez, a signé avec le département un fonds d'aménagement communal qui va permettre à la commune de bénéficier de 40% de subventions du département sur 3 projets, pour une enveloppe maximale de 300 000 €. Outre ces subventions, il y a aussi des subventions d'État que nous touchons chaque année. On a une notification pour la DETR pour un montant d'un peu moins de 75 000 €, plus d'autres subventions qui vont tomber au fil de l'eau dans le cadre du fonds vert, etc. Et puis, on touche aussi, lorsqu'on investit, les remboursements de TVA avec 2 ans de décalage. Alors on est content quand on touche des subventions, ça nous ouvre des possibilités. Le problème, c'est que les subventions, on les touche une fois que les travaux ont été réalisés et payés. Or, dans une commune comme la nôtre qui n'a pas beaucoup de trésorerie, je vous rappelle qu'en caisse, à un instant T, on a quelque chose comme 700 ou 800 000 €, c'est-à-dire 2 mois de fonctionnement. Eh bien, s'il fallait anticiper les 300 ou 400 000 € qui correspondent aux dépenses des investissements pour lesquels nous avons des subventions, eh bien, nous serions tout simplement obligés de refuser ces projets parce que nous n'avons pas les moyens de les avancer. Donc ce que nous faisons, et ça c'était un dispositif dont nous avions parlé avant même d'être installé, puisque ça faisait partie de notre programme électoral, systématiquement, comme nous avons des recettes certaines, eh bien, nous les mobilisons immédiatement par le biais d'un prêt relais. Voilà. Donc là, nous proposons à l'Assemblée délibérante de souscrire un prêt relais de 300 000 € sur 2 ans, qui va nous permettre en fait de mobiliser les sommes que nous allons toucher au titre des subventions du FAC et la DETR, plus le FCTVA, les différents projets que nous allons toucher. Ça va nous permettre, pour être très concret, de commencer dès cette année les travaux de rénovation de la cour du Loupio, sans avoir à attendre l'année prochaine, puisque ça y est, les notifications sont arrivées, mais également, puisque nous avons aujourd'hui une quinzaine de dossiers de subventions ouverts aux différents fonds, bien au fil de l'eau, au fur et à mesure que nous recevons des notifications de subventions, de démarrer immédiatement les travaux. Et ça, c'est un grand changement pour la commune, puisque ça va nous permettre non seulement de réaliser plus de projets, mais surtout de les réaliser plus rapidement, sans avoir la contrainte d'accumuler au préalable des réserves de trésorerie. Donc voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui est très astucieux. Alors, évidemment, il faut penser à les rembourser. C'est-à-dire que ce qui est important lorsqu'on souscrit un prêt relais en face d'une recette certaine, c'est qu'une fois que les recettes certaines se matérialisent, c'est-à-dire que la subvention est touchée ou que voilà, une recette exceptionnelle est réalisée, il faut bien affecter cette recette au remboursement du prêt. Mais là, vous verrez quand on votera le budget que nous avons mis en place ce dispositif pour nous permettre d'isoler un petit peu les différents postes de dépenses et de recettes, et de telle sorte que ça ne posera pas de difficultés. Mais ça, j'attire votre attention en tant que conseiller municipal, c'est-à-dire que c'est toujours des choses sur lesquelles il faut être vigilant. C'est-à-dire que quand on regarde un budget, là, on parle du budget de Chanteloup, mais en tant que citoyen, vous pouvez vous intéresser au budget des villes voisines ou des syndicats, etc. Il faut toujours bien regarder quels sont les flux d'argent. C'est pas tellement un instant T où sont les sous, parce que la comptabilité publique ne rend pas très bien compte de la notion de flux. Hein, c'est une vision assez statique de la comptabilité. Alors, ça n'intéresse pas tout le monde, c'est bien malheureux. Mais voilà, en tout cas, ces prêts relais, ça permet, en plus, de bien identifier quelles seront les ressources de la commune. Là, on sait que, alors pourquoi 300 000 €? Parce que 300 000 €, d'abord, c'est l'enveloppe maximale du FAC. Mais comme je vous avais expliqué il y a 2 ans, on ne va pas demander l'ensemble, la totalité, parce qu'on n'a pas les moyens de payer le reste à charge. Mais ça correspond aux notifications déjà obtenues pour la cour du Loupio, l'annexe de la mairie, le FCTVA, donc 19,6% des différents travaux, plus la subvention de DETR de 73 000 € qui nous a été notifiée il y a quelques semaines. Voilà. Donc on a déjà plus de recettes réelles que les 300 000 €.
Mais ça va nous permettre au moins d'avancer sur les projets qui étaient inscrits au plan pluriannuel d'investissement et qui vous ont été présentés lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà, y a-t-il des questions? Alors les termes de l'emprunt sont exposés. Vous en avez pris connaissance avec la convocation. Donc s'il reste des questions, je suis à votre disposition pour vous répondre. Sur le principe du pré-relais, Après, c'est une vous avez un prise de micro, risque. monsieur, Hein, si on s'entend bien. je disais que c'était une prise de risque. Alors c'est pour ça que j'ai bien insisté, ce sont des recettes réelles. Alors, réel ou aléatoire? Parce que Non. vous avez notification? Ah oui, absolument. C'est ce que je viens d'expliquer. S'il y a notification. C'est uniquement sur la partie subvention et notification. Parce qu'effectivement, quand on dit recette réelle, c'est pas recette potentielle, je suis bien d'accord avec vous. Hein. Je répète, on a les notifications pour la cour de l'école, la partie départementale, la partie état de la cour de l'école, pour l'annexe de la mairie, partie départementale. On aura vraisemblablement d'autres subventions pour ces projets-là, mais si ça tombe, tant mieux. Mais en tout cas, pour la couverture de ce pré-relais, c'est uniquement les subventions notifiées et la part de FCTVA, qui elle est une recette certaine. Par contre, le taux variable, Sur 2 ans, c'est pas un grand risque, et de toute façon un taux fixe sur 2 ans ça n'existe pas. non. Voilà, Vous donc, avez fait une évaluation des impôts? Ah oui, sur la charge sur 12 mois, je ne sais pas combien ça fait exactement. On sait Monsieur Pambou. Non, mais oui, évidemment, le taux variable. Mais au niveau des charges, de. Non, mais en fait, ça fluctue parce qu'en fait, c'est un taux, comme vous l'avez dit, c'est variable. Donc, en fait, actuellement, les taux sont très, très fluctuants. Et donc, on ne peut pas Pour avoir une idée, si vous faites un taux fixe, il monte ou il descend, mais bon. Oui, après, pour les prêts relais, dans la relation avec les banques préconisent davantage de prendre un taux variable. Voilà, là, le taux est en courbe ascendante. Bon, rien n'exclut que dans les prochains mois, voilà, que la tendance inverse. Voilà, donc voilà. Le taux variable était assez faible ces dernières années. Là, ça a pris une courbe ascendante, mais rien n'exclut évidemment que ça baisse dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, donc pour du court terme, ça n'a rien d'anormal. Et si vous voulez, attends, un petit instant. Et si vous voulez calculer le coût financier pour la commune, eh bien en fait vous prenez le taux de l'Euribor à 3 mois, vous rajoutez les 0,59% de marge et voilà, et vous appliquez à 300 000 euros et ça fera le coût annuel. Monsieur Arnaud. Oui, est-ce qu'il est capé? Non, on ne capte pas des taux variables sur 2 ans. Effectivement, ça c'est des mécanismes qui ont du sens justement dans la notion de gestion de risque sur des emprunts à plus long terme. Par contre, évidemment, c'est pas capé, donc il n'y a pas de plafond. Mais par contre, évidemment, au niveau de la messe, si le taux devenait inférieur, c'est la marge qui s'appliquerait. Ce qui était le cas d'ailleurs, parce qu'on a souscrit un prêt relais, rappelez-vous, en début du mandat, et à l'époque les taux étaient négatifs, et donc finalement le taux qui nous avait été appliqué, c'était la marge de relais. Alors, y a-t-il encore des questions sur ce prénom, madame Rivera? Non. Alors, qui serait contre la souscription de ce prêt relais? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Affectation anticipée du résultat. Alors voilà, on retombe dans ce que j'avais décrit tout à l'heure, dans une séance de vote du budget ordinaire. On commence par voter le compte de gestion, le compte administratif qui est en fait la version en miroir de la comptabilité, mais cette fois tenue par la commune. Et puis du compte administratif, on déduit le résultat qui est ensuite affecté au budget de l'année suivante. Bon, on n'a pas de compte de gestion, donc le mécanisme qui nous permet quand même de voter le BP, c'est l'affectation anticipée du résultat. Alors l'affectation anticipée, c'est pas un calcul au doigt mouillé des services de la commune, heureusement. C'est un tableau qui reprend les éléments du compte administratif, du compte de gestion, et qui est validé par le trésorier public. Et c'est heureusement d'ailleurs qu'on a ça, parce que ça nous permet aussi, un petit peu par la bande, de valider nos restes à réaliser. Donc là, vous avez reçu avec la convocation le tableau contresigné par le trésorier. Et donc, bien qu'on n'ait pas le compte de gestion en bonne et due forme, ni le compte administratif à vous présenter complet, ce sera fait au mois de juin, et bien nous avons quand même un résultat
2022 à affecter au BP 2023. Monsieur Pambou, voulez-vous présenter le Tout à fait, oui. Très bien. Alors, cette procédure, elle n'est pas nouvelle. Hein. Rappelez-vous, en 2021, quand on est arrivé, hein, le compte administratif n'était pas prêt. Donc, évidemment, on a procédé donc, à cette procédure de reprise anticipée de résultats. Alors, donc, la procédure d'affectation de résultats, en fait, c'est une procédure qui permet de réaliser la transition budgétaire entre deux exercices. En l'occurrence, c'est l'exercice 2022 et le budget de 2023. Alors, comme l'a rappelé M. le maire, cette année, nous sommes donc dans l'impossibilité de soumettre au vote le compte administratif, dans la mesure où le comptable public, le service de gestion comptable, n'a pas été en mesure de nous fournir le compte de gestion. Et la délibération sur le compte administratif est subordonnée à la conformité par rapport au compte de gestion. Donc, n'ayant pas de compte de gestion, on ne peut pas délibérer sur le compte administratif. Alors, néanmoins, le CGCT nous permet de faire ce qu'on appelle la reprise anticipée de résultats. Donc, ça consiste à intégrer au budget des résultats, le résultat provisoire du compte administratif, comme l'indiquait M. le maire. Ce sont des résultats par rapport au compte administratif qui sont néanmoins validés par le comptable public pour attester de la conformité. Voilà, donc voilà. Par contre, évidemment, s'il y a des différences entre les résultats qui sont pris en compte au budget, ça donnera lieu justement à une décision modificative de correction pour intégrer en fait les résultats définitifs. Voilà, donc je vais faire lecture donc, de la délibération. Alors, en section de fonctionnement, le solde de l'exercice, le solde donc provisoire, comme je l'ai indiqué, est de 115 054,92 centimes, qui résulte donc des recettes de l'exercice et des dépenses. À cela, on rajoute donc le résultat reporté de l'exercice en fait 2021 qui était de 711 789,77. Ça nous donne un résultat affecté de 826 844,69. En section d'investissement, le résultat de l'exercice, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice 2022, ressort positif à 273 224,87. À cela, on prend en compte le résultat de clôture de l'exercice 2021 qui était déficitaire, donc de 100 112,92 centimes. Ce qui fait qu'on retrouve un solde d'exécution de 173 111,95. Alors, ça c'est la part résultat, mais il y a également la part reste à réaliser. La part reste à réaliser, en fait, ce sont des opérations qui n'ont pas été, transcrites budgétairement. Mais ça résulte en fait des engagements, ça veut dire des obligations juridiques, en dépenses comme en recettes. Donc, ces obligations, à notre faveur, il y a donc 88 000 euros, c'est composé principalement de subventions. Et en dépenses, il y a 143 576,38. Ça correspond en fait à des engagements, hein, donc des commandes qui ont été faites, mais qui n'ont pas encore été exécutées. Mais il faut en tenir compte. Voilà, donc les restes à réaliser sont un solde donc négatif de 55 312,66. Alors donc au BP 2023, donc il est proposé donc de reprendre en fonctionnement 826 844,69. Au BP, on l'arrondit à 826 845. En investissement, le report est également positif, 173 111,95, qui est arrondi au BP à 173 112. Voilà, donc on vous propose de délibérer sur ces chiffres. Avant de délibérer, je voudrais donner un complément d'information parce que on le sait tous, mais on l'oublie.
les finances, c'est la base de la démocratie. La démocratie, elle a été inventée pour le contrôle de la dépense publique. Donc, dans chaque document budgétaire, il y a une politique derrière, il y a une intention. Et là, qu'est-ce qu'on lit quand on voit cette proposition d'affectation anticipée des résultats? J'espère que ça a sauté aux yeux de tout le monde. C'est qu'en fait, vous avez bien compris que dans les budgets, dans les documents budgétaires d'une commune, il y a la section investissement et la section fonctionnement. Elles ne sont pas complètement étanches l'une par rapport à l'autre, puisqu'en général, on pioche dans les excédents de fonctionnement pour verser à la section d'investissement et ainsi contribuer à l'équipement essentiellement de la commune. Et là, vous remarquez que bien que nous ressortions avec un exercice positif en fonctionnement, nous ne versons pas à la section investissement. Pourquoi? Parce que ça, c'est typiquement ce que nous essayons de faire. Alors là, on y arrive bien cette année, mais c'est quelque chose sur lequel nous essaierons de travailler chaque année. Notre souhait, c'est de reconstituer des réserves de sécurité en fonctionnement. Vous le voyez, 826 000 euros d'excédent de fonctionnement cumulé. Ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est à peine 60 jours de fonctionnement de la commune. C'est-à-dire qu'imaginez un jour qu'il y a un gros problème, un gros pépin. On l'a bien vu au moment de la Covid, lorsque le centre de loisirs était fermé, eh bien on a eu une perte sèche de recettes de 400 000 euros. Donc ça va très très vite. Imaginez une catastrophe naturelle. Vous voyez, ce soir, on n'est pas dans le cas d'une catastrophe naturelle, mais on se rend compte qu'on est quand même assez fragile et exposé. Et une commune comme Chanteloup, même 826 000 euros, c'est un petit peu juste. On n'est pas vraiment tranquille. Donc on a pu cette année reconstituer le bas de laine. Donc ça, c'est le premier point à noter. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous assurez le financement des investissements, puisque la commune a aussi besoin d'investir, etc. Et bien là, c'est le deuxième volet de la politique que nous avons mis en place à notre arrivée, c'est que nous avons une politique de subvention de tous azimuts. Vous le verrez tout à l'heure dans les décisions du maire. On passe maintenant par les services d'un cabinet spécialisé qui nous permet de candidater à toutes les subventions auxquelles on a droit. Parce que ça, c'est un vrai problème pour une commune comme la nôtre qui n'a pas beaucoup d'agents, il faut dire la vérité, on n'a pas non plus un niveau d'expertise très élevé. Bien souvent, nous passons à côté de sources de financement auxquelles nous aurions droit, pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce qu'on n'a pas forcément le temps d'y répondre, ou on n'y répond pas bien, ou voilà, c'est une science de demander de subventions. Donc nous avons un très bon niveau maintenant de subvention des investissements, et nous utilisons donc les fonds de roulement que nous procurent les prêts relais tels que nous avons souscrit tout à l'heure pour assurer la part restante. Et bien évidemment, nous continuerons à emprunter pour assurer la partie non subventionnée de nos investissements parce que c'est la façon ordinaire de financer. Mais ça, c'est intéressant que si on a déjà fait le plein de subventions. Il faut savoir que chaque année, nous désendettons d'environ 175 000 euros en capital. C'est-à-dire que emprunter pour financer des investissements 300 ou 400 000 euros tous les 3 ans, en fait, ça revient à nous désendetter. Donc c'est toute cette mécanique que nous mettons en place et qui maintenant, là, c'est notre troisième budget, qui commence à porter ses fruits. Donc, pas de subvention, pas d'investissement, ça c'est ce que je dis à tout le monde. Aucune promesse n'est faite. On a tous beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, on a tous des idées géniales pour Chanteloup-en-Brie, mais les idées, il y en a plein de boîtes chimie, vous avez avec un panier, vous rentrez plein d'idées géniales. La question c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de financer. Alors là, je le répète, une fois de plus, à Chanteloup, il faut qu'on soit très 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 vigilant sur l'usage des deniers publics, pas de subvention, pas d'investissement. Quand on a un beau projet inscrit au plan pluriannuel d'investissement, eh bien on attend la subvention. Si on ne l'a pas cette année, on le reporte d'un an. Si on a une subvention pour autre chose, on change le calendrier. C'est des petits détails, mais ça nous permet d'être plus agile. Et ça, on peut le faire que si on a beaucoup de dossiers de subvention ouverts. Parce que si on attend que l'occasion se présente, souvent on court après l'histoire et on passe à côté d'opportunités. Donc c'est pour ça que cette année, alors je ne dis pas qu'on sera capable de le faire tous les ans, mais quand on peut le faire, il nous semble opportun de renforcer nos réserves en fonctionnement, parce que c'est aussi une possibilité un jour d'offrir à la population des nouveaux services publics. On a au moins l'argent de côté pour les lancer. Et puis ça nous préserve de projets d'investissement qui ne soient pas à notre dimension. Beaucoup de maires et d'élus se sont souvent fourvoyés en étant un petit peu émerveillés par le niveau de subvention qu'ils pouvaient obtenir. Oui, mais les subventions, c'est jamais plus de 80%. Et les 20% restants, mais il faut être sûr d'être capable de les financer. Donc voilà pourquoi est-ce que cette année, l'affectation anticipée de résultats a cette allure-là.
Y a-t-il des questions sur ce qui a été dit au sujet de l'affectation? Non? On passe au vote. Donc, qui serait contre cette affectation du résultat? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant, le vote des taux d'imposition pour les 3 taxes communales. Avant de passer le micro à M. Pambou, je fais juste une petite introduction. Quand on a pris nos fonctions en 2020, on votait 3 taux. Après, on n'en a plus voté que 2. Et là, on se remet à en voter un 3e. Donc, rien d'anormal à cela. C'est parce que, si vous vous souvenez bien, la taxe d'habitation, son taux, en tout cas, a été gelé avant que nous prenions nos fonctions, pour préparer sa disparition. Mais sa disparition ne concernait que les résidences principales. Aujourd'hui, la taxe d'habitation a toujours perduré pour les résidences secondaires, mais la loi de finances redonne aux communes la possibilité de choisir son taux pour les résidences secondaires. Donc c'est pour ça que cette année, nous votons un taux sur la taxe d'habitation, mais uniquement pour les résidences secondaires. Bon, j'ai tout dit, donc je ne donne pas le micro à M. Pambou. Donc, nous vous proposons, nous proposons à l'Assemblée délibérante de maintenir les taux tels qu'ils étaient depuis 2 ans, c'est-à-dire 51% pour le foncier bâti. Alors 51%, je vous rappelle, c'est y compris la part départementale qui a été intégrée maintenant au taux communal. 66,38% pour le foncier non bâti, et donc de maintenir le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 19,95%. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces taux? Non? On passe au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Merci. Alors, vous avez eu, à l'occasion des convocations, l'État 1259 qui vous permet de projeter les recettes anticipées de fiscalité avec les taux tels qu'ils sont votés. C'est un document très très intéressant. Nous allons passer maintenant au vote du BP. Gaylor, vous voulez bien venir nous brancher le projecteur? Comme ça m'évitera, on va gagner du temps. Pendant ce temps, vous faites une petite présentation rapide. Très bien. Alors, donc vous avez tous reçu la convocation, avec la convocation de la maquette budgétaire. C'est bon? Oui, vas-y. D'accord, oui. Comme je le disais, évidemment, vous avez reçu, avec la convocation à la maquette budgétaire, dans sa version de 2023. Alors, cette maquette est accompagnée, comme vous l'avez vu, d'une note qui s'intitule Note brève et synthétique. C'est une note qui est obligatoire, c'est une note qui accompagne impérativement tous les budgets qui sont soumis en fait au vote. Alors habituellement je vous présente les budgets à partir de cette note. Alors cette année, une fois n'est pas coutume, je vais plutôt travailler sur un diaporama à partir duquel je vais donc vous présenter les grandes lignes du budget 2023. Alors la maquette budgétaire, la note brève et synthétique seront publiées sur le site internet de la mairie, comme le veut en fait la réglementation de la loi. Le diaporama, dans sa version interactive, celle qui va défiler, pourra le cas échéant être publié et pourra être consultable par tout un chacun. Voilà. Alors, un budget 2023 équilibré. Alors, pour rappel, contrairement à l'État, les collectivités ont l'obligation de voter leur budget en équilibre. Le budget 2023 est donc équilibré à hauteur de 6,4 millions en recettes et en dépenses. Cet équilibre se décompose de la façon suivante. 5,4 millions € en fonctionnement et 1 million en investissement. Alors, un budget 2023 réaliste et sincère.
Alors, le budget 2023, comme les précédents, se veut réaliste et sincère. La commune de Chanteloup, comme les autres communes, petites et grandes, n'a pu cette année échapper à l'exercice difficile de construire un budget dans un contexte économique d'inflation, de revendications sociales, prémisse sans doute de nouvelles charges pour les communes. Et autre contexte, c'est le contexte de Chanteloup, qui est une petite commune, qui a très peu de marge de manœuvre, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors du dernier débat d'orientation budgétaire. Le budget 2023, c'est donc des arbitrages budgétaires en dépenses de fonctionnement, un programme d'investissement volontariste, un recours à l'emprunt adapté et stratégique. Alors, un budget 2023 largement impacté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'inflation. Dans les slides suivants, vous seront présentés les principaux postes du budget. Et je vous propose, dans ce slide, d'examiner l'évolution de chaque section en pourcentage. Alors, en fonctionnement, on voit que les dépenses réelles ont progressé de 16,7%. Les recettes de fonctionnement ont progressé de 5,2%. En investissement, les dépenses réelles ont progressé de 68,2%. Ça, c'est des comparaisons de BP à BP. Budget primitif 2023, budget primitif 2022. Donc, en investissement, les recettes ont progressé de plus 9,7%. Ce qui fait un total en dépenses des deux sections, une progression de 22,3% et en recettes, une progression de 5,8%. Alors, cette slide présente les dépenses et les recettes réelles des deux sections, donc en euros. Alors, en fonctionnement, les dépenses réelles s'élèvent à 5 314 791, les recettes à 4 624 439. En investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 936 292, les recettes à 682 000. Donc, au total, les dépenses réelles, les deux sections confondues, s'élèvent à 6 251 083 et en recettes 5 306 439. J'interviens tout de suite parce que même lorsqu'on est familier des chiffres, même qu'on est habitué à la comptabilité publique a quand même quelque chose de bien particulier qui la rend d'ailleurs, je trouve, assez peu lisible et finalement pas démocratique pour le citoyen de base. C'est que justement ce principe d'équilibre, c'est une sécurité pour éviter les dérapages dépensiers des élus, ça c'est très bien. Mais en revanche, en ce qui concerne la présentation des comptes, c'est assez trompeur parce que l'obligation d'équilibre fait que, vous voyez, tout à l'heure on parlait de l'affectation du résultat puis de nos réserves, ben, ces réserves sont systématiquement affectées aux dépenses de l'année suivante, même si elles ne sont pas consommées. Donc on voit toujours, lorsqu'on a des réserves, un déficit apparent en haut de page, mais ce n'est qu'une présentation comptable. Donc la différence que vous voyez entre le total des dépenses et le total des recettes, en fait, ça correspond à la réserve. Alors, bien évidemment, on ne peut pas exclure le fait que tout soit dépensé dans l'année. Mais bien évidemment, chaque collectivité met en place des dispositifs dans le suivi de l'exécution budgétaire mois par mois. Et aussi, logiciellement, on fait des systèmes pour ne dépenser que 80% de ce qui a été voté. Enfin, il y a tout un tas de combines qui font qu'au final, même lorsque le BP en haut de page laisse apparaître un déficit, le compte administratif de la même année, au final, est tout à fait capable, et c'est souhaitable, de produire un excédent. C'est ce qui s'est passé en fait chaque année depuis que nous votons les budgets et précédemment en fait, parce que c'est une situation qui est propre à toutes les collectivités qui sont soumises aux règles de présentation comptable M14. Voilà, alors l'équilibre global est obtenu en rajoutant aux opérations réelles que je vous ai présentées tout à l'heure les reports et excédents de l'exercice 2022. Donc en fonctionnement, on obtient l'équilibre en rajoutant 826 000 € d'excédents reportés, c'est-à-dire c'est les résultats de l'exercice cumulé de 2022,
Voilà, donc ce qui permet d'atteindre un équilibre de la section de fonctionnement à 5 451 000. En investissement, de même, l'équilibre est obtenu en reprenant 173 000 euros, qui correspond en fait à l'excédent de clôture de l'exercice 2022, donc de la section d'investissement. À cela, on rajoute de l'autofinancement, des restes à réaliser en recettes et en dépenses. Ça nous permet d'obtenir donc un équilibre de la section de 1 080 000. Donc les deux sections étant équilibrées, le budget est donc globalement équilibré. Et donc on respecte, comme l'a rappelé Monsieur le maire, cette exigence qui incombe en fait aux collectivités territoriales et pas à l'État. Voilà, alors, concernant donc le fonctionnement, pour aller un peu plus en détail, vous avez donc sur cette slide donc les dépenses de fonctionnement par politique publique. C'est une notion qui est proposée, en fait, qui est même obligatoire. Dans le budget, les dépenses sont présentées justement par fonction. Les fonctions, ce sont donc les politiques publiques qui permettent en fait d'avoir une lecture politique et pas comptable d'un budget. Donc, à travers ce graphique, la structure des dépenses de fonctionnement, on voit donc les services généraux, qui sont essentiellement les payes, qui représentent 63%, les dépenses relatives à l'enfance, dont le budget c'est 10%, les dépenses relatives à la voirie, aux bâtiments, aux espaces verts, c'est-à-dire des dépenses, effectuées par les services techniques. Donc ça représente un pourcentage de 13% de la masse budgétaire des dépenses de fonctionnement. Vous voyez aussi dans ce camembert, alors moi je ne suis pas très fan de ce camembert pour dire la vérité, puisque maintenant on est capable, grâce aux outils informatiques que l'on a mis en place depuis 1 an, de sortir vraiment une comptabilité analytique, c'est-à-dire par service, par bâtiment. On va voir quand le compte administratif sera voté, ce qu'on va vraiment pouvoir extraire comme données, mais là je pense qu'on sera capable en fin d'année de vous donner à tous une lecture assez fine de où va l'argent et comment l'utiliser, encore plus fine que ça en fait. Ce que je voulais dire sur ce camembert, c'est qu'on voit un petit poste là à 1%, sécurité. Oui, ça c'est quand même intéressant ce camembert pour voir l'évolution du poids relatif des différentes politiques publiques. La sécurité, c'est clairement une demande qui est forte de la part de nos concitoyens et qui va continuer à croître. Dans le budget, vous avez, c'est peut-être pas évident, mais enfin bon, vous verrez dans le BP qu'il y a environ 50 000 euros qui sont alloués à la sécurité pour le BP 2023. C'est essentiellement le coût de fonctionnement de la convention de police municipale que nous avons signée avec Montévin. Je pense qu'une commune comme la nôtre, on devrait, de toute façon ces dépenses vont augmenter d'année en année, mais elles ne pourront augmenter qu'à mesure qu'on a des ressources supplémentaires. Donc c'est ça l'effet limitant, et ça on en parlera tout à l'heure au moment du vote du PP, des ressources supplémentaires. Et je pense qu'il faudrait idéalement, d'ici la fin du mandat ou un petit peu au-delà, guère plus, arriver aux alentours de 200 000 euros. Ça nous permettrait d'avoir une vraie présence policière permanente sur la commune, d'avoir un petit peu de vidéoprotection, et puis voilà, donc ça va vite venir. Donc voilà, ça c'est un des objets, enfin des défis de notre mandat et des suivants, c'est dégager encore des marges de manœuvre financières supplémentaires pour être capable d'offrir des services publics qui aujourd'hui n'existent pas ou peu à Champlon. Voilà, donc il y a deux façons de lire en fait les données budgétaires, celles qui sont présentées donc par politique publique, et donc là en fait c'est par nature. Par nature donc de charges ou de recettes. Là en l'occurrence donc c'est les charges. Alors les charges à caractère général sont en augmentation de 30,54%. C'est une hausse qui est assez importante, qui s'explique notamment par l'énergie, par l'électricité et le gaz. Alors, dans ce tableau, vous voyez l'inscription budgétaire concernant ce poste de dépenses au BP 2023. Vous avez en regard l'inscription qui était au BP 2022, et vous avez par ailleurs l'inscription qui concerne en fait le compte administratif provisoire, c'est-à-dire qu'en 2022,
sur ce poste énergie électricité. On est à plus de 227 000 euros. Et en prévision 2023, on est à plus de... Voilà, on progresse de 130%. Voilà. Alors, l'autre dépense importante de ce budget, qui impacte les charges d'intérêt général, c'est le poste 62,88. Ce sont en fait des charges externes. Tout à l'heure, monsieur le maire parlait justement donc des dépenses de sécurité qui est en fait enregistré sur ce poste. Le 62,88, au BP 2022, on était à 29 630, et donc là, on passe à 113 900. Voilà, donc la convention avec Montévrain, relative à la police municipale, à l'intervention sur le territoire de Chanteloup, est donc budgétisée sur cette ligne budgétaire. C'est pas l'ensemble du delta, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est environ 50 000 euros. Donc voilà, ça se matérialise concrètement dans les dépenses qui vous seront proposées d'être votées. J'ai évoqué tout à l'heure, tant pis je le fais maintenant, comme ça va donner de la cohérence aux propos, la question des recettes supplémentaires. Oui, tout le monde a bien conscience qu'il faut un plus de sécurité, qu'il faut plus de ci et de ça, mais il faut avoir les recettes à mettre en face. Et depuis 2 ans, on fait un vrai travail de réflexion sur les recettes fiscales de la commune. Parce qu'on a plusieurs leviers pour augmenter nos recettes fiscales, qui sont désormais presque les seuls qui nous restent. Augmenter les taux, mais ça on est déjà très très haut, c'est très compliqué, surtout maintenant les impôts ne sont plus payés que par une partie de la population, ce qui pose quand même un vrai problème démocratique. Mais aussi on peut instaurer des taxes nouvelles qui n'existaient pas sur Chanteloup, qui étaient collectées dans les autres communes, mais pas encore chez nous. Et c'est le cas cette année, notamment vous l'avez voté en fin d'année dernière, la taxe locale sur les publicités extérieures, que l'on va percevoir pour la première fois cette année, et qui devrait nous rapporter au minimum 50 000 euros, d'après les premières estimations. Donc c'est pour ça qu'on a affecté 50 000 euros à la police municipale, parce que ça correspond en fait au montant des recettes nouvelles que nous allons toucher grâce à l'instauration de cette nouvelle taxe qui n'existait pas avant à Chanteloup. Une taxe essentiellement payée par les enseignes du Clos du Chêne. Oui, je voudrais également rappeler une règle que applique en fait la plupart des communes en termes donc de prévision budgétaire en matière de charges, ce dont on parle actuellement. Les prévisions sont relativement, en fait, on fait des prévisions beaucoup plus élevées. Les prévisions sont maximisées en quelque sorte, alors que les recettes, c'est plus la prudence qui prédomine. Voilà, donc c'est ce qui explique évidemment qu'on va observer que nos prévisions en matière de charges paraissent beaucoup plus importantes en pourcentage qu'en recettes. Alors, les charges de personnel augmentent donc de 2,89%. Alors, l'augmentation, je vous demande de vous reporter en fait au rapport d'orientation budgétaire à la page 15. C'est un point que j'ai développé. Ça concerne en fait la revalorisation du point d'indice l'année dernière, qui est intervenu en juillet 2022, donc c'est sur une partie de l'année. Et cette année, cette revalorisation indiciaire interviendra en année pleine. Voilà, donc c'est une des raisons qui fait qu'évidemment on est en progression au niveau donc des charges du personnel. Et là encore, si vous vous souvenez de ce qui avait été dit l'an passé lorsqu'on a présenté le compte administratif, finalement on est bien sorti, vous l'avez vu, on a un excellent. Et notamment sur la partie chapitre 12, qui est assez étonnant, puisque toutes les collectivités en général souffrent beaucoup des charges de personnel et se battent. En fait, on souffre de problèmes de recrutement, c'est vrai, mais il faut vous dire la vérité, le fait qu'on ne puisse pas recruter à chaque poste fait que, oui, on dépense moins. C'est-à-dire que beaucoup de nos services sont sous tension. Parce que oui, moins d'agents font le travail, ils le font bien malgré tout, mais ça se traduit par une vraie limitation dans la progression de la masse salariale et qui s'explique aussi par nos faibles capacités à recruter. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant de mettre des réalités derrière les chiffres, puisque là, on a l'impression que finalement la masse
la masse salariale est assez contenue d'une année sur l'autre, malgré la revalorisation du point d'indice, malgré aussi les revalorisations du SMIC qui impactent certains modes de calcul d'une partie de nos bas salaires, d'une partie de nos agents. Et bien finalement, on se rend compte qu'on s'en sort bon an mal an, pas trop mal. Mais ça, c'est en trompe-l'œil, c'est beaucoup parce qu'en fait, nos agents travaillent plus qu'ils ne le faisaient auparavant parce qu'ils doivent compenser l'absence de collègues qui n'arrivent pas à être recrutés. Oui, pour rester sur les charges de personnel, hein, évidemment, leur progression, évidemment, dépendent également des décisions de l'État. Là, en l'occurrence, on vous a parlé donc de la revalorisation qui a eu lieu l'année dernière, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'en 2023, il n'est pas exclu qu'il y ait également surtout dans le contexte, social actuel, il n'est pas exclu que pour apaiser en fait le climat social, qu'il y ait un nouveau geste en matière salariale. Et donc c'est des décisions externes, des décisions prises par l'État qui en fait s'imposent aux collectivités et qu'elles doivent financer. Voilà, donc quand on prépare ce budget, en introduction j'ai parlé de contexte d'incertitude. Voilà, donc c'est un budget qui est sincère et réaliste, mais dans un contexte d'incertitude, et donc il faut être capable de réagir et d'anticiper les différentes évolutions législatives qui peuvent impacter en fait nos charges. Ensuite, les autres charges de gestion courante, c'est le chapitre 65 qui, à l'inverse des deux chapitres précédents, les inscriptions sont en baisse par rapport aux inscriptions du BP 2022. La baisse s'explique par en fait, la commune ne paye plus à partir de 2023 la cotisation à la mission locale. C'est une compétence qui a été récupérée par Marne et Gondoire. Donc cette obligation donc, de participer au financement de la mission locale ne nous incombe plus. Donc l'inscription budgétaire sur le poste 65-548 est donc en baisse en fait. Hein. Et il y a un autre poste de ce chapitre qui est en baisse, ce sont les subventions. Les subventions, oui, parce qu'on avait toujours traditionnellement un très très gros poste subvention, puisqu'il y avait la subvention d'équilibre qui était versée à la crèche. Vous avez suivi, on a une nouvelle convention avec un nouveau prestataire qui alors, non seulement offre plus de prestations pour un prix légèrement inférieur, mais il y a aussi des nouveaux mécanismes de la CAF qui font que désormais c'est le gestionnaire de la crèche qui touche une partie des subventions que nous touchons. Donc dans le poste recette, on a une diminution, on ne voit pas là sur ce tableau, mais on le verra dans un autre, une diminution de 47 000 € de mémoire dans les recettes de la CAF, mais qui est versée directement au gestionnaire. Donc forcément, la part que l'on doit verser à la crèche s'en trouve déduite. Donc c'est pour ça. Voilà. Sinon, M. Pambou parlait de la contribution à la mission locale. C'est 4 600 € ou 4 700 € par an. C'est pas très très important, mais il faut savoir que quand Marne et Gondoire prend à sa charge une nouvelle compétence, certes, ça nous fait une dépense en moins, mais c'est déduit de l'attribution de compensation. Donc c'est un jeu à somme nulle. Ça allège nos charges, mais ça réduit aussi nos recettes d'autant. Voilà. Autre point que je voulais mettre en avant, c'est que parfois, d'une année sur l'autre, on voit des écarts assez importants entre des lignes. Ça, c'est beaucoup lié aussi à la nouvelle approche de la trésorerie de Shell, parce que la comptabilité, ça doit être quelque chose d'objectif qu'on apprend à l'école. Chaque trésorier a un petit peu sa façon de ventiler les dépenses. Alors nous, on suit, hein, on a suffisamment de soucis comme ça avec la trésorerie pour ne pas rentrer dans des discussions sans fin. Donc quand le trésorier nous dit bah non, finalement l'informatique en nuage, c'est pas ici, c'est là, bah on le fait. Alors c'est pour ça que parfois, et c'est pour ça que c'est vraiment toujours intéressant de poser des questions, alors pas comme ça oralement, parce qu'on n'a pas toujours tous les éléments en tête, mais par écrit, si vous voyez des choses étranges, vous les concitoyens d'ailleurs qui suivez ce débat, c'est que bien souvent ce sont des dépenses ou des recettes qui sont affectées à différents postes budgétaires. Voilà. Donc c'est pour ça que ce qui compte vraiment, c'est les grands agrégats, les hautes pages, et là on se rend compte vraiment les trajectoires budgétaires. Quand on veut rentrer dans le détail des lignes, à l'intérieur même au niveau des chapitres, parfois c'est assez trompeur, parce que d'une année sur l'autre, en fait, les imputations varient. D'accord. C'est pour ça évidemment que dans cette présentation, je mets en avant donc
les inscriptions de 2022 et les réaliser. Donc ça permet, alors le fait d'avoir connaissance donc des prévisions et des réalisés effectifs, ça permet en fait de mieux affiner les prévisions pour l'année suivante. Alors, concernant, voilà, là on était dans les dépenses de fonctionnement. Alors, concernant les recettes de fonctionnement, qui sont en progression, mais de façon beaucoup plus faible que les dépenses. Alors là, les recettes sont en progression de plus de 231 000 €. Cette progression est davantage liée en fait à la fiscalité directe locale, hein, qui compte en fait pour 73% de nos ressources en fonctionnement. Alors donc dans ce graphique, vous avez donc la comparaison entre 2022 et 2023 des différentes recettes qui composent en fait la section de fonctionnement. Voilà, donc les recettes augmentent, liées donc à la fiscalité, non pas suite à des taux d'imposition. On l'a vu, on a voté les taux d'imposition, on a vu qu'on est resté assez stable, mais c'est lié davantage à, à un indice de valorisation des bases fiscales, hein, qui s'appelle l'IPCH, qui augmente de 7,1%. Et donc ça, donc c'est indexé en fait sur l'inflation. Hein. C'est un indice qui est publié par l'INSEE. Voilà, donc ça permet donc aux communes d'avoir des recettes fiscales beaucoup plus importantes. Il y a les dotations aussi qui sont censées augmenter. Je crois qu'on n'a pas encore la notification définitive des dotations qu'on va percevoir en 2023, mais la projection est légèrement à la hausse. On en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà. Légèrement à la hausse de l'ordre de 20 000 € à peu près. Donc on prend, hein, tout ce qui passe, on le prend, mais c'est pas non plus... Donc là, l'augmentation des recettes fiscales, c'est la revalorisation des bases, et puis des recettes nouvelles, hein, notamment la taxe sur le local, sur la taxe textile. Voilà, alors donc là, on va passer donc rapidement en revue les recettes donc, de fonctionnement par nature et non pas par fonction. Alors donc, parmi ces recettes, il y a ce qu'on appelle donc les produits de services et de domaines. C'est le chapitre 70 qui sont en progression de 10%. Cette progression s'explique principalement par la hausse en fait de la fréquentation du centre de loisirs. On voit qu'en 2022, la prévision était beaucoup plus faible que le réalisé. Et donc en 2023, on a essayé d'adapter les prévisions par rapport au réalisé de 2022. Alors ensuite, concernant donc la fiscalité, on en a parlé, la hausse est de 8,79%, donc portée principalement par la fiscalité directe locale, mais aussi par la TLPE. Monsieur le maire en a parlé précédemment. Donc la TLPE, en fait, c'est une taxe sur les publicités, sur les affiches publicitaires. Et les enseignes. Et donc c'est une taxe qui n'existait pas à Chanteloup. Donc l'année dernière, on a délibéré voilà. Et donc cette taxe rentre en vigueur au 1er janvier 2023. Et donc il y a un cabinet, un prestataire qui a été mandaté pour faire le recensement de nos entreprises et de recenser en fait les affichages, les panneaux, et ensuite de calculer en fait le montant que devront en fait chaque propriétaire d'enseigne. Alors à savoir néanmoins, parce que ça peut être une observation, que les commerçants locaux, les petits commerces, soient impactés par cet impôt. Alors on précise quand même que quand on a pris la délibération, on a pris garde d'exonérer les panneaux inférieurs à 12 mètres carrés. Alors donc le fait d'exonérer les panneaux inférieurs à 12 mètres carrés, ça permet en fait d'exonérer le petit commerce de cette imposition. En fait, nous vivions une situation un petit peu anormale, puisque le Clos du Chêne, c'est certes à cheval sur 2 communes, mais c'est le groupe Frey qui administre de la même manière les commerces. Et les commerces, selon qu'ils étaient d'un côté ou de l'autre
de l'avenue Chêne Saint-Fiacre, finalement, payait ou ne payait pas. Là, vous voyez, c'était quand même 50 000 € par an qui manquaient dans les comptes de Chanteloup. Donc ça, c'est 50 000, c'est une estimation. Le prestataire annonce plus, mais on préfère inscrire que 50 000 et avoir une bonne surprise en fin d'année. Comme M. Pambou, tout à l'heure, évoquait le soin de majorer les dépenses et de minorer les recettes, de telle sorte qu'on ait des budgets plutôt pessimistes, et c'est une sorte d'aiguillon pour nous obliger à une bonne gestion. On le voit assez clairement là dans les recettes de DMTO. Alors DMTO, c'est un fonds qui est alimenté par les droits de mutation au niveau départemental et qui ensuite est réparti entre les communes. Il y a une clé de partage un petit peu complexe. Vous avez vu que l'année dernière, on a touché à ce titre 219 000 €. Et là, on ne budgète que 170 000 €. Pourquoi ? Parce que on sent bien qu'il y a quand même un problème sur l'immobilier. On ne sait pas dans quelle mesure on va être impacté. Peut-être qu'on ne le sera pas, mais en tout cas, on préfère revenir au niveau d'il y a 2 ans. Et puis, encore une fois, si on a une bonne nouvelle, tant mieux, on prendra. Mais en tout cas, on évite ainsi d'être pris dépourvu. Oui, pour rester sur les droits de mutation, évidemment, comme l'a rappelé M. le maire, en fait, c'est un fonds départemental. Les droits de mutation, en fait, c'est les fameux frais de notaire. Voilà, donc il y a une partie qui revient en fait au département et donc ça alimente en fait les communes, y compris les communes où il n'y a pas forcément un marché de l'immobilier assez intense. Voilà, alors ça concerne en fait les communes de moins de 5 000 habitants, à savoir que pour les communes de plus de 5 000 habitants, il n'y a pas de mutualisation de cette taxe au niveau donc départemental, c'est plutôt l'activité locale à l'intérieur de la commune qui en fait, voilà, qui induit le montant en fait de ces droits de mutation. Mais nous, on est une commune de moins de 5 000 habitants, donc en fait on est dans une mutualisation et c'est pas les transactions de Chanteloup qui alimentent en fait cette recette. Voilà. Ensuite, donc les dotations. Les dotations, c'est des recettes complémentaires, des recettes assez importantes. C'est des recettes qui traduisent en fait les relations entre les communes et l'État, principalement. L'État, sur son budget, nous verse la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, on devrait avoir une progression de la DGF. Voilà, et la DGF est notamment également fonction, de l'accroissement de la population. Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Et en même temps, comme c'est une recette qui vient de l'État, ça veut dire que c'est une recette qui peut être arbitrée par l'État. Ça a été le cas les années précédentes, entre 2012 et 2017. Toutes les communes ont subi en fait un écrêtement de la DGF au motif de la participation des collectivités à la réduction du déficit public. De l'État. De l'État. Alors, lors du débat d'orientation budgétaire, moi j'ai parlé de loi de programmation des finances publiques qui n'a pas été adoptée, mais qui prévoyait la participation des communes à la réduction des déficits. L'État, qui est en déficit actuellement de plus de 5%, a prévu à l'horizon 2027 de revenir à 3%. Donc pour revenir à 3%, il faut des actions. Une des actions proposées dans le projet de loi de programmation, c'était donc de faire participer les communes. Et donc cette participation, si elle a lieu, elle pourrait se concrétiser sur une réduction de notre dotation globale de fonctionnement. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire qu'on est dans un contexte économique, on est dans un contexte politique qui doivent nous permettre, qu'on ait conscience d'être vigilants dans notre politique budgétaire. Et c'est pourquoi il faut être très 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 prudent et garder un petit peu de réserve, parce que finalement on n'est pas à l'abri d'une décision de l'État qui changerait les règles du jeu et qui nous obligerait sur 1 an à trouver d'autres moyens de financer nos services publics, peut-être même de renoncer à certains. Donc il faut vraiment faire attention. Vous avez compris le grand principe qui est derrière tout ça, c'est-à-dire que l'État,
Lui n'est pas obligé de voter son budget en équilibre, donc il s'endette, il doit rembourser sa dette, mais il doit plaire aux clients aussi, aux électeurs. Donc il supprime les impôts, mais pas les siens. Il supprime les impôts des collectivités locales. Et puis après, quand il ne s'en sort pas, eh bien, il demande aux collectivités locales qu'elles doivent voter leur budget en déficit, à l'équilibre, pardon. Depuis qu'elles existent, hein, donc ça va faire 120 ans que le principe est 150 ans que le principe est appliqué, mais non, c'est quand même nous qui devons passer à la caisse. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et en tout cas, il faut se préparer à des années compliquées. Donc, avancer petit à petit, et surtout, ne pas s'engager dans des choses de long terme, parce qu'en fait, on a zéro visibilité de long terme. On n'a aucune possibilité à Chanteloup de vraiment travailler sur le long terme. Le terme d'un mandat, c'est déjà considérable. Voilà, donc autre élément qui explique en fait la baisse des dotations de moins 15%, c'est aussi en fait alors pour rester sur le thème de l'État en fait, un fonds, enfin une subvention qui les maires bâtisseurs qui aurait pu nous être versée en 2022. On avait inscrit 60 000 euros et finalement on n'a pas été éligible en fait à cette aide. Donc finalement, ça n'a pas fait l'objet de réinscription en 2023. Voilà, donc ça participe également à la réduction des inscriptions sur le chapitre dotation et participation. L'autre élément, c'est le poste 74-78, pour revenir sur ce qu'a expliqué le maire par rapport à la convention avec la crèche, où en fait il y a une baisse, où la subvention qu'on verse à la crèche a baissé, la fameuse subvention d'équilibre, et par ailleurs évidemment donc la CAF, par contre la participation CAF parallèlement également a baissé. Voilà, donc le poste dotation, le chapitre dotation s'explique donc par le fait de ne pas avoir inscrit la participation par rapport aux maires bâtisseurs et également à une baisse de la subvention de la CAF au titre de la crèche. Alors, donc, là on parlait donc du fonctionnement, recettes et dépenses. Alors, il faut savoir que le lien entre le fonctionnement et l'investissement se fait à travers ce qu'on appelle l'autofinancement. Je crois que monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Donc l'autofinancement cette année, entre le fonctionnement et l'investissement, est de 136 973. Voilà, donc s'agissant de l'investissement, comme pour le fonctionnement, ce graphique vous présente en fait les dépenses de fonctionnement par politique, par fonction. Alors les dépenses d'investissement en gros il y a deux grandes catégories en section d'investissement en dépenses. C'est le remboursement de la dette, qui est une dépense obligatoire, et les autres dépenses, c'est les dépenses d'équipement. Donc pour un total de dépenses d'investissement, comme on l'a vu tout à l'heure, de 1 million. Alors, là, vous avez en fait donc les dépenses d'équipement qui sont inscrites en fait au budget de 2023. Le total des dépenses d'équipement s'élève à 500 692. Alors, ces dépenses se divisent en deux catégories. Je les ai divisées en deux catégories, c'est-à-dire les crédits nouveaux. Alors, les crédits nouveaux qui sont inscrits dans des opérations, dans des chapitres opérations, pour permettre une meilleure visibilité et pour ne pas les fondre dans l'intégralité du budget. Donc, ces chapitres opérations concernent en crédit nouveau donc l'extension du cimetière, 70 000 euros qui ont été inscrits. Le passage à l'éclairage public, c'est un programme pluriannuel. On a inscrit 20 000 euros au budget de 2023. Il y a les travaux au niveau de la cour du Lopio, 71 000. Et ensuite, il y a d'autres crédits qui ont été ouverts, cette fois pas dans des opérations, qui sont fondus dans des lignes budgétaires globales. Et ça s'élève à 291 920. Alors, en plus de ces crédits nouveaux, on reprend
au budget de 2023 les fameux restes à réaliser dont on a parlé quand on vous a exposé le contexte de l'affectation de résultats. Alors, c'est des crédits qui ont été inscrits l'année dernière, c'est des engagements qui doivent être repris obligatoirement au budget 2023. Alors là, ça concerne également des dépenses qui étaient intégrées dans les opérations, hein, l'éclairage public. Donc il y a un résiduel par rapport à l'année dernière de 19 835. L'extension de cimetière, il y a un résiduel par rapport à l'année dernière de 68 016 €. Il y a également le CTM, l'aménagement du CTM. Il y a également donc des crédits non localisés dans des opérations de 2022 qui sont donc repris en 2023 à hauteur de 53 336. Alors, évidemment, donc, le remboursement de la dette, c'est une dépense obligatoire. Alors, donc, cette année, on a inscrit en remboursement de la dette, donc en dépense, 368 000 €, en fait, qui se décompose en fait en remboursement de l'amortissement habituel de la dette, hein, 168 000 €. Et ensuite, on a rajouté 200 000 € dans le cadre d'un crédit, d'un emprunt qui avait été pris en 2021. Le fameux prêt relais, donc on affecte dans le marbre du budget en fait des sommes de telle sorte que ces dépenses ne soient pas dépensées, voilà justement, et qu'on se retrouve sans moyen de rembourser les prêts relais lorsqu'ils arrivent à terme. Donc c'est comme ça qu'on s'assure que les prêts relais soient remboursés sans surprise. Voilà, justement pour répondre à l'observation de M. Hamdi tout à l'heure, concernant l'opportunité d'emprunter à taux fixe ou à taux variable. Donc on vous explique évidemment que quand c'est du court terme, il est préférable de souscrire à taux variable. Une des raisons qui justifie en fait de souscrire à taux variable, c'est la capacité de faire des remboursements anticipés sans indemnité de remboursement anticipé. Voilà, donc là en l'occurrence, on a inscrit 200 000 € pour faire un remboursement partiel de ce fameux prêt relais de 500 000 € qui avait été effectué. Et donc ce remboursement anticipé ne donnera pas lieu à une indemnité de remboursement anticipé que vous devez connaître si vous êtes propriétaire immobilier que vous avez acheté par un emprunt long terme. Voilà, alors autre dépense, hein, autre dépense sur notre budget d'investissement, c'est la taxe d'aménagement. Alors c'est assez inhabituel, la taxe d'aménagement en fait, en général c'est une recette qu'on touche quand on délivre des autorisations d'urbanisme. Cette fois-ci, alors il se trouve que la taxe d'aménagement est versée, est exigible au moment de la délivrance, enfin quelques mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ce qui fait qu'on délivre un permis de construire, le bénéficiaire du permis de construire verse sa quitte de la taxe. Mais il peut s'avérer que le permis de construire soit retiré, soit invalidé pour X raisons, notamment s'il y a un contentieux. Dans cette hypothèse, il faut reverser au pétitionnaire la taxe qu'elle a payée. Donc nous, on se retrouve à reverser la DGFiP. Les impôts nous ont mis en demeure de rembourser des taxes d'aménagement que nous avions touchées, dont une qui s'élève à 168 000 €. On va tout de suite dire de quoi il s'agit, parce que c'est quand même une petite ville, il n'y a pas beaucoup de situations comme ça. 170 000 €, en fait, figurez-vous que l'hôtel Dali s'était acquitté d'une taxe d'aménagement à sa construction. Alors que l'hôtel Dali est construit dans la ZAC, qui est pas mal, et exonéré de taxes d'aménagement. Donc, nous, on a eu la mauvaise nouvelle en 2020 de recevoir la notification du trésorier en disant voilà, vous avez 170 000 € à rembourser de trop perçus taxes d'aménagement. En plus, année Covid, vous expliquez, vous voyez un petit peu le malaise. Donc on a dit au trésorier qu'on n'avait pas l'argent pour le rembourser, ce qui était vrai d'ailleurs. Donc on fait des remboursements comme ça au fil de l'eau. Alors,
personne ne s'en plaint, mais voilà, c'est quand même malgré tout une somme qu'il faudra rembourser, et qu'on rembourse en fait, quand on a un petit peu de sous d'avance. Voilà, on a obtenu cet arrangement avec le trésorier. L'autre taxe d'aménagement qu'il faut rembourser, eh bien, c'est celle qui celle qui concernait, vous savez, le projet au 55 de Village Jonchère. Séverine. Non, c'est pas Séverine, c'est ça, voilà, France, Pierre et Loisirs, quelque chose comme ça. Donc effectivement, et ça, les règles ont changé maintenant sur la perception de la taxe d'aménagement, donc on est à l'abri. Maintenant, on touche plus tard les taxes d'aménagement, mais au moins, on n'aura plus à faire face à ce genre de situation. Donc voilà, le PC a été déposé, donc la taxe d'aménagement acquittée, et puis finalement, de guerre lasse, le pétitionnaire avait décidé de ne plus prolonger son permis de construire, donc il a fallu rembourser la taxe d'aménagement. Donc ça, plus ça fait quand même pas mal de sous, mais on les remboursera au fil de l'eau en fonction de nos capacités financières. Il n'y a pas d'urgence. En sachant que l'État ne peut pas prélever sur nos comptes les dettes qu'on lui doit. Donc on est plutôt dans une position de force. Oui, en fait, on a quand même consulté en fait la DGFiP en fait. Voilà, en fait, on a demandé en fait, on a expliqué qu'on n'était pas en capacité de rembourser l'intégralité de ce qui nous avait été versé. Ça a été absorbé dans les budgets précédents. Donc, on a de façon implicite obtenu l'autorisation d'un remboursement sur 5 ans. Voilà, donc pendant les 4 prochaines années, on aura cette inscription de taxe d'aménagement en dépenses d'investissement. Voilà, alors tout à l'heure, monsieur le maire évidemment a dit qu'il y a une réforme au niveau de la taxe d'aménagement. Voilà, donc cette situation de remboursement de taxe d'aménagement indue en quelque sorte ne va pas se reproduire dans les années futures parce qu'il y a une réforme qui est intervenue en 2021. La taxe d'aménagement n'est plus payable à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ça sera payé désormais à l'achèvement des travaux. Là, c'est un autre risque qui va se poser. C'est-à-dire qu'en fait, l'achèvement des travaux est lié en fait à une déclaration spontanée du bénéficiaire de l'autorisation. Ce qui fait qu'il peut y avoir, des stratégies d'opportunité, des effets d'aubaine de certains. Ça peut être des personnes physiques qui font des travaux d'extension, d'aménagement chez eux, mais ça peut être également des promoteurs qui ont des taxes importantes à payer. Le nouveau système qui a été mis en place leur permet en fait de bénéficier en fait de la trésorerie, vu qu'il n'y a plus de paiement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, plutôt donc à l'achèvement. Et donc ça va être subordonné à ces déclarations. Et donc ça va nécessiter pour nous, avec notre service urbanisme, de faire preuve donc de vigilance, de suivi des délivrances, des autorisations d'urbanisme et de vérifier que les travaux ont bien été exécutés, ont été achevés, et éventuellement de voir avec les services fiscaux de manière à faire éventuellement des taxations d'office. Voilà, ça c'est un sujet qui concerne Chanteloup, mais qui concerne également toutes les communes en fait, qui sont dans la même situation. Voilà, alors donc, voilà, alors monsieur le maire tout à l'heure évidemment, on nous parlait donc des subventions et donc de l'emprunt et d'être donc stratégique. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait de mettre en place un mécanisme de préfinancement par l'emprunt de nos dépenses. Alors, parce que de nos recettes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, on peut avoir des subventions. Alors, les subventions, même quand elles sont notifiées, en fait, on ne les a pas en trésorerie. Les subventions sont en général versées à l'issue, à l'exécution des travaux subventionnés. Le problème qui se pose aux communes, c'est donc le préfinancement. Ça veut dire qu'on a certes une subvention de 80% par exemple, mais ces 80% de dépenses, il faut les avoir. Donc, parfois beaucoup de communes ne les ont pas budgétairement. Et donc, malgré les subventions, beaucoup de communes renoncent à exécuter en fait des travaux parce qu'elles ne sont pas en capacité de préfinancer. D'où
la stratégie qu'on a mis en place en arrivant, aussi bien concernant les subventions que le FCTVA, c'est de mettre en place un mécanisme de préfinancement par l'emprunt. C'est-à-dire qu'on va voir la banque, on dit voilà, on a tel travaux à réaliser, ça vaut tant, on n'a pas les fonds, on va avoir une recette certaine, faites-nous l'avance de fonds. Et s'agissant donc d'une recette certaine, les banquiers en fait ne sont pas sont en fait assez coopératifs, au niveau donc de leur décision d'octroi de prêt. Le financement donc de nos dépenses à partir de 2022-2023, c'est basé donc sur cette stratégie de préfinancement et de recherche tous azimuts, comme l'a expliqué Monsieur le maire, des subventions. Des subventions de toutes les strates, de l'État, du département, des régions. Et puisque là on est dans la stratégie de financement et de subvention, il y a un autre point qui n'est pas budgétaire mais qui est plutôt d'opportunité, c'est qu'il est de principe qu'on ne peut pas commencer des travaux, enfin on ne peut pas obtenir de subventions pour des travaux déjà commencés. Donc, comme nous, notre objectif de subvention, c'est d'atteindre le taux maximum, peut-être pas 80% à chaque coup, mais au moins 60-70%. Eh bien, quand on voit qu'on est, mettons, qu'à 40% de subvention sur un projet, eh bien, on retarde le commencement des travaux et ça nous donne une année supplémentaire pour faire des dossiers de subventions supplémentaires. C'est typiquement ce qui s'est passé cette année avec l'extension de l'annexe de la mairie, puisqu'on a 2 gros travaux à réaliser en 2023 et 2024. L'annexe de la mairie que l'on souhaitait faire cette année et la renaturation de la cour de Loupio l'année suivante. Mais là, on a vu qu'on était déjà à 80% de subventions pour la cour de l'école élémentaire, donc aucune raison d'attendre. On a les fonds grâce au prêt relais, et donc on attaque tout de suite. En revanche, moi j'ai suspendu toutes les dépenses prévues pour la partie annexe de la mairie, puisqu'on n'est qu'à 40% de subventions, et j'estime qu'on a encore les moyens de trouver des recettes supplémentaires. Donc on diffère les travaux d'1 an, ce qui nous permettra d'être encore éligible à des subventions, et on se donne 1 an de plus pour trouver des subsides supplémentaires. Et c'est comme ça qu'on arrive parce que mine de rien on se dit ouais 40-80%, oui, quand c'est 40 000, 80 000, 100 000 euros, ça fait une grosse différence pour une commune comme la nôtre, surtout dans un contexte où on ne sait pas trop quels seront nos niveaux de recettes dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, si on passe à la slide. Voilà, donc au total, les dépenses d'investissement, comme on l'a vu tout à l'heure, s'élèvent à 1 million d'euros. Donc, pour résumer, en fait, ces dépenses sont financées par 3 catégories de ressources, comme on le voit dans la projection à l'écran, là. Donc, l'autofinancement, les autres ressources qui sont composées donc de la TAM, taxe d'aménagement, le FCTVA, les cessions, la dette, etc. Donc, on arrive donc à équilibrer en fait nos dépenses d'investissement à partir de ces 3 groupes de ressources. Bon, voilà. Alors voilà donc pour la présentation du budget en fait. Donc là maintenant on va passer à la phase de vote. Alors donc le vote d'un budget, ça peut se faire par article. Mais c'est très très lent, il y a beaucoup d'articles, mais on peut procéder par chapitre. La présentation est terminée. La présentation est terminée. D'accord. Voilà. On peut revenir au déroulé normal. Y a-t-il des questions sur ce qui a été présenté à l'instant? Bon, je me suis permis d'intervenir pour apporter des compléments d'information. Je pense que ça s'est complet. Monsieur Amdi, non, vous voulez dire quelque chose? Non. Oui, alors comme je reprends la main pour le vote du budget, si tu le permets, après tu feras détail des montants. Oui, le vote, le budget d'une commune se vote au chapitre. Ça signifie qu'en fait, l'Assemblée délibérante autorise le maire à engager les dépenses chapitre par chapitre. À l'intérieur du chapitre, il y a plusieurs lignes qui correspondent au détail des dépenses par chapitre. Et là, l'exécutif a le loisir de dépenser plus sur une ligne, à condition de dépenser moins sur une autre, à condition de préserver l'équilibre au niveau du chapitre.
Voilà, donc ça c'est un principe qui est important. Les années précédentes, on avait coutume de voter chapitre par chapitre. Bon, ça n'a absolument aucun sens, puisque de toute façon, le budget de la commune est voté par chapitre. Donc on votera le budget tel qu'il est présenté là. Monsieur Pambou, vous voulez rentrer dans le détail des dépenses ligne par ligne? Oui. En fait, oui, parce que le chapitre par chapitre, ça veut dire qu'on énonce un chapitre et puis on comptabilise les votes. Là, ce qu'on va faire, c'est ce qui se faisait lors du mandat précédent. On va vous donner information, le montant de chaque chapitre, et on procédera au vote global, donc par section en quelque sorte. Voilà, donc là vous pouvez éventuellement regarder la maquette budgétaire, parce que ça y figure en fait. Alors le chapitre 011, ce sont les charges à caractère général. Il est prévu donc 2 201 810. Le chapitre 012, c'est les charges de personnel. On a 2 542 206. Le chapitre 014, atténuation de produits, on est à 45 000 euros. Le chapitre 65, haute charge de gestion courante, on est à 202 290. Le chapitre 66, c'est les charges financières, on est à 69 643. Chapitre 67, charges exceptionnelles à 3 842. Le chapitre 022, ce sont des dépenses imprévues. On est à 250 000 euros. Je voudrais intervenir sur les dépenses imprévues. Parce que dépenses imprévues, là, on a mis comme une belle somme. Il faut savoir que la loi autorise à mettre jusqu'à 7,5% du total des dépenses. Donc là, on est quand même très en dessous de ce qui est alloué. On a quand même plus que doublé le poste énergie. Parce qu'on fait le pari de réussir à faire des économies d'énergie. Il y a aussi des dispositifs de l'État qui vont nous permettre d'amortir une partie de nos factures, mais ça reste quand même que de la prévision. On n'est pas à l'abri d'une erreur de calcul, d'un accident de parcours, et il va bien falloir trouver, le jour où la facture arrive, un chapitre dans lequel on peut prendre de l'argent pour compenser. Il faut savoir que les dépenses imprévues, c'est le seul chapitre pour lequel à partir duquel on peut réaffecter des dépenses pour un autre chapitre sans avoir passé par une décision, sans avoir à passer par une décision modificative dans le conseil municipal. Donc c'est quand même une année un peu particulière. Donc ces 250 000 euros, d'un côté, ça nous permet de les sortir des différents services, c'est-à-dire qu'on est sûr que le service technique, le service enfance ne vont pas piocher dans d'autres chapitres qui auraient été surbudgétés en quelque sorte pour atteindre l'équilibre. Donc ça nous fait une petite protection. Et en même temps, ça va nous ouvrir une marge de manœuvre en cas de pépin, surtout sur la facture énergétique en 2023. Voilà, on termine les dépenses de fonctionnement par le chapitre 042, ce sont les opérations d'ordre de transfert entre sections. On est à 136 973. Alors les opérations d'ordre, moi c'est quelque chose que j'ai un peu découvert en prenant mes fonctions, que je trouve, qui brouille complètement la lecture des documents budgétaires. J'espère qu'un jour on en sortira. Ce sont en fait des inscriptions budgétaires, mais qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie. C'est-à-dire qu'en gros, des dépenses d'ordre, c'est pas l'argent qui sort, des recettes d'ordre, c'est pas l'argent qui sort non plus. Ça permet de réaliser des écritures budgétaires entre différentes sections, entre différents chapitres, dans des cas de refinancement par exemple. Et ça, je trouve que ça ne veut rien dire pour nous, pour le Béotien. Ça n'a de réalité que pour le comptable public. Et j'aimerais bien qu'on sorte de ce système un jour, parce que je trouve que c'est vraiment très dommageable d'un point de vue de la démocratie. Je vais expliquer. Non, mais en fait, les opérations d'ordre, non, contrairement à ce que. Voilà, on n'est pas obligé de d'accord. Je me permets de. Voilà, en fait, on a. Alors, M. Pambou est un ancien trésorier public. Non, au-delà de ça, au-delà de ça, voilà, on n'en sortira pas parce qu'en fait, les opérations d'ordre, en fait, c'est des opérations d'amortissement. Alors, les amortissements, c'est l'amortissement des biens, c'est des règles de la comptabilité publique et privée. La comptabilité publique a vocation à s'inspirer de la comptabilité privée. Et dans la comptabilité privée, les biens, voitures, les biens meubles, etc., font l'objet d'amortissement. Donc cette obligation, qui s'impose en fait au secteur privé, s'impose également aux collectivités, qui ont une comptabilité publique. Et donc comme la comptabilité publique en fait s'inspire de la comptabilité privée, et de plus en plus a vocation à se rapprocher, à avoir les mêmes règles de rigueur. Voilà, donc c'est pour ça que ça sera assez compliqué de sortir. Nous avons régulièrement des discussions très intéressantes avec M. Pambou à ce sujet-là. Oui, effectivement, dans les opérations d'ordre, il y a également les opérations d'approbation, mais pas que. Là, c'est le cas. Juste pour compléter le propos, pour ceux que ça intéresse, l'amortissement, c'est une nouveauté qui est de la M14, historiquement. Avant, il n'y avait pas.
Donc ça nous renvoie au début des années 90. Là, le budget qu'on vote, c'est le dernier dans le cadre de l'instruction M14. On passe à l'instruction M57 dès le budget prochain, qui encore va rapprocher la comptabilité publique de la comptabilité privée, et notamment sur la notion d'inventaire, de stock et d'amortissement du patrimoine. Donc beaucoup de travail encore pour notre agent à la comptabilité. Et là, on l'espère quand même aussi plus de visibilité, parce que c'est vrai que la notion d'amortissement, elle est essentielle finalement en comptabilité. Et j'avais dit tout à l'heure en introduction que, selon moi, ce qui pêche dans la comptabilité publique, en tout cas dans sa présentation, c'est la faiblesse de la représentation des flux. C'est très statique, on voit des masses, des agrégats, et dans une enveloppe en plus temporelle qui est unique, puisqu'on est censé avoir tout dépensé. C'est vrai, finalement, c'est une anomalie les reports, alors que dans la comptabilité privée, vous avez tous... pour ceux qui ont une entreprise, on sait bien que le report à nouveau, c'est quand même ce qui fait la différence entre la vie et la mort en général. Donc voilà, on va se rapprocher vers une comptabilité plus lisible, plus dynamique, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc au total, en dépenses de fonctionnement, en crédit nouveau, on a 5 451 764. Ensuite, concernant donc les recettes, chapitre 013, 38 000, 70, produits de service, 538 800, 73, c'est les impôts et taxes pour 3 409 154, 74, dotation et participation pour 564 986, 75, autres produits de gestion courante pour 10 600, 77, produits exceptionnels pour 62 899, et encore des opérations d'ordre au chapitre 042 pour 480. Donc en recette, en crédit ouvert nouveau, ça nous fait 4 624 919. En dépenses d'investissement, ouverture au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 48 772 34, 21 immobilisation corporelle, 291 920. Alors voilà, donc ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière, c'est donc des chapitres opérations. Alors donc on a l'opération 2022-01, donc c'était une opération ouverte en 2022. Passage à l'éclairage public au LED, 20 000. Opération 2022-02, extension cimetière 70 000. Opération 023-01, donc c'est une opération nouvelle qui est ouverte en 2023, qui concerne donc les travaux concernant l'école élémentaire pour 71 000. Et ensuite, on a le chapitre 10, ce sont les dotations, 46 600, 16, ce sont les emprunts, les 368 000 euros, les euros 20, les dépenses imprévues. Il y a une erreur dans l'intitulé de l'opération agrandissement de Onipio, c'est pas 2022-03, c'est 2023-01. Donc ce sera noté comme ça dans la délibération définitive, 2023-01. Ah oui, ça c'est sûr. Moi je lis la slide, mais ça évidemment c'est sur la délibération. Voilà, alors donc comme en dépenses de fonctionnement, il a été prévu en fait des dépenses imprévues également, à hauteur de 20 000 euros. L'intérêt des dépenses imprévues, comme l'expliquait M. le maire, c'est la fongibilité, la possibilité de passer de chapitre à chapitre sans avoir à délibérer. Ensuite, il y a le chapitre 040, opération d'ordre, pour 480. Ça nous fait donc une ouverture de crédit au total en dépenses d'investissement de 936 772,34. Alors, en recettes d'investissement, les ouvertures de crédit concernent le chapitre 10, dotation, 70 000 euros, le chapitre 16, emprunt, pour 300 000 euros, le chapitre 024, produit de cession, c'est le projet de cession, avec l'inscription de 312 000 euros, et le chapitre 040, opération d'ordre également, c'est 136 973. Ça nous fait un total d'ouverture de crédit en recettes et d'investissement de 818 973. Et à ce détail par chapitre, vous voyez qu'on ajoute les restes à réaliser, ce qui nous permet d'atteindre l'équilibre en investissement à 1 80 348,72 € et en fonctionnement à 5 451 764 €. Donc voilà la délibération, la proposition de budget primitif pour 2023. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour des sujets. Je vous propose de passer au vote. Qui serait contre ce budget 2023 ? 5 contre. Qui s'abstiendrait ? Je vous remercie.
maintenant que nous avons un budget, nous pouvons commencer à dépenser. La première délibération concernera les subventions aux associations. Donc chaque année, une campagne de subvention est lancée. Alors il faut savoir que là, on ne délibère que sur les subventions en numéraire, ce qui ne représente en fait très peu de choses, puisque l'essentiel des subventions aux associations se fait de manière matérielle, qui en fait représente 10 ou 20 fois plus que ce que l'on peut verser en numéraire. Les prêts de salles, Monsieur Casada, je parle sous votre contrôle, mais il me semble qu'on a ouvert des salles supplémentaires depuis 2 ans, qu'aujourd'hui les créneaux sont remplis mais complètement, on est à 100%. On voudrait en mettre plus qu'on ne pourrait pas. Donc c'est comme ça que se matérialise l'essentiel de l'aide de la commune aux associations. Par ailleurs, les associations sont très régulièrement invitées à participer à l'organisation d'événements, ou par elles-mêmes ou aux événements de la commune, et qui génèrent pour elles des recettes bien supérieures à ce qui peut être voté dans le cadre des subventions. Un exemple tout bête, mais une journée de buvette sur un gros événement comme la brocante ou Noël, c'est facilement 600 ou 700 euros de bénéfices nets dans les caisses d'une association. Donc l'idée, c'est de ne pas subventionner en numéraire les associations. Ça, c'est ça dans un monde parfait. Il est vrai que pour certaines petites associations qui n'ont pas beaucoup d'adhérents et puis qui ont un profil d'utilisateur assez particulier, ça relève presque du service public, et que on vit dans un monde un peu compliqué où même la plus petite association doit souscrire une assurance, et ils n'ont souvent même pas le montant de la souscription de cette assurance. Donc différentes associations ont déposé des demandes de subventions, essentiellement en nature, mais malgré tout des subventions numéraires vont être votées ce soir, et on vous propose d'allouer les sommes suivantes. Alors, Shotokan. Alors, Shotokan, c'est le club de karaté, 2000 euros. Il ne s'agit pas de subvention au club. Alors là, la délibération est faite comme ça, parce qu'en fait, comme c'est pour soutenir une athlète qui est mineure, c'est compliqué de lui verser, dans le cadre d'une convention de sponsoring, directement la somme. Mais il est bien dit, et ça, l'association s'y engage, que cette somme sert à la compétition, au soutien à la compétition. Moi, j'ai trouvé des modèles. Oui, mais je m'en a. Tout à fait. Mais ça, c'est la façon la plus facile de le faire, tant qu'elle est mineure. On parle de Kathleen Vincent, qui, je le rappelle, est championne de France junior l'année dernière, et qui, pour la première fois, est passée en espoir et qui est vice-championne de France. Donc elle est sur une trajectoire de championne du monde. On l'accompagnera jusqu'à ce qu'elle soit championne du monde, c'est ça le deal. Marnay Gondoire, d'ailleurs, aussi. Maintenant, va la soutenir comme le département. Donc, on a vraiment une chance énorme d'avoir une championne de niveau national, et on va l'accompagner autant que nous pourrons le faire. Ce qui est dommage, c'est que ça rend un peu, je trouve que ça rend un peu illisible justement le fait qu'on donne. D'où mon explication. Et tu dis que c'est à cause elle est mineure, c'est pour ça? Oui, et c'est quand même beaucoup plus simple pour nous, d'un point de vue d'avoir la convention, on ne peut pas la signer avec elle. On se sera de toute façon avec le club de karaté. Donc, autant faire une subvention, et on est une petite commune, d'accord, donc on se connaît, c'est assez facile à suivre. Voilà. Chanteloup Maquette Club, 250 euros. ASEC, donc l'association qui entretient le patrimoine de l'école, de l'église, voilà, 250 euros. Alors il faut savoir que cette année, la commune va prendre à sa charge la rénovation de la sacristie. Puisque, vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet, nous allons faire dans cette sacristie un petit musée de la cloche, puisque nous avons la plus vieille cloche de Seine-et-Marne. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout mise en valeur, donc on va allouer un petit budget pour retaper la sacristie qui est toute moisie en fait, et puis ça nous permettra, lors des journées du patrimoine, de bien mettre en avant notre patrimoine culturel. Chantepatch, 250 euros, et foyer rural, 500 euros. Donc on a un total qui est assez limité finalement, mais parce qu'en fait, le souci principal, c'est que les associations existent. Elles doivent au maximum vivre par leurs propres moyens, en sachant qu'on est toujours là pour les aider matériellement, et y compris leur permettre d'avoir des ressources financières supplémentaires en participant à des événements municipaux ou elles-mêmes à les organisant. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce projet de délibération ? Non. Écoutez, on va procéder au vote. Qui serait contre? Un contre, monsieur Arnaud. Non, excusez-moi. 2. Je m'abstiens. Ah non, d'abord les contre, après les abstentions. Ah bon, je croyais que vous parliez. C'est contre là-bas. Alors, il y a un contre. Oui. Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie.
Et enfin, une délibération qui concerne la subvention au Centre communal d'action sociale, le CCAS. Alors, le CCAS, du fait de la Covid, n'a pas pu dépenser tout l'argent qu'ils avaient en caisse. Là, on reprend une vie normale, et en plus, on a de grandes ambitions pour le Centre communal d'action sociale. Catherine, est-ce que tu veux t'exprimer un petit peu sur ce que vous souhaitez faire cette année? Oui. Je te donne le micro quelques minutes. Comme ça permettra de mettre... Merci. Oui, alors effectivement, la période 2020-2021 ne nous a pas permis du tout de mener des actions. Tous les temps festifs, particulièrement de fin d'année, n'ont pas été possibles. Donc là, on a repris avec des ateliers qui sont... il y a globalement un atelier par mois avec des temps de rencontre. En fait, l'atelier, c'est un support. Pour vous donner une idée, il y a eu des ateliers, il va y en avoir un demain autour des chocolats, création de mendiants. Le mois dernier, c'était autour de la création de cosmétiques. L'idée, c'est de permettre à des Chanteloupiens, à des seniors Chanteloupiens de se retrouver autour d'une activité, mais globalement, c'est rompre l'isolement, se retrouver, créer du lien. Voilà. Bien évidemment, des sorties. Donc là, il va y avoir en mai la sortie navette fluviale, et puis il va y avoir une soirée cabaret. Oui, moi je le connais presque par cœur, merci Michel. Il va y avoir un loto courant juin, la sortie à l'Assemblée nationale. Alors ça, on pourra vous communiquer si vous souhaitez le détail. On est parti aussi de questionnaires qu'on a soumis lors d'un temps festif de fin d'année. Par exemple, moi j'avais l'idée qu'on pouvait aussi peut-être proposer des conférences sous thème, et ça n'a pas, ça n'a pas retenu l'attention des seniors, ou tout du moins à ce moment-là. Donc on pourra revoir. Là, on est vraiment parti de leurs attentes. C'est ouvert aux personnes à partir de 65 ans, sans limite d'âge, et on ouvre bien évidemment aux structures, qu'il s'agisse de l'ESPAD de Fontenelle, avec une réalité qui concerne la mobilité des seniors à se mouvoir, et puis jusqu'à présent il s'appelait la Girandière, où par exemple à l'atelier de demain, 5 personnes de la Girandière pourront venir. On a aussi une chanteuse sur la commune qui va animer un atelier chant. Donc on alterne des temps de danse, des temps de chant, des temps d'activité. Et je redis, l'idée principalement, c'est de faire du lien. Ce qui était aussi une demande des Chanteloupiens, et puis ce qui correspond à des attentes aussi. Merci. Merci Catherine. Donc ça, c'est la partie un peu animation événementielle. Bien sûr, le CCAS, ce n'est pas que ça. C'est de l'aide sociale, des recours, des secours, et puis aussi tout un volet prévention, information. Alors ça qui ne se traduit pas par des coûts, mais qui sont en fait, finalement, quand on y réfléchit, la partie essentielle de l'action du CCAS. Et on a la chance d'avoir une équipe vraiment qui est bien motivée et experte dans son domaine. Donc en 2023. Octobre, nous aurons la semaine des seniors, octobre bleu, il y aura octobre rose. Donc voilà, donc c'est cette alternance. On travaille sur la prévention aussi du cancer du sein, mais il faut savoir que les seniors, alors moi je fais toujours ma pub, mais à 74 ans, il n'y a plus de dépistage obligatoire. Donc on a de plus en plus de personnes âgées qui sont victimes de cancer du sein. Donc il y a toute cette prévention. Et puis il y a des participations à d'autres groupes auxquels on travaille sur le champ du handicap et d'autres thématiques. Très vaste, très intéressant. Très vaste et transverse, parce qu'on se rend compte que les sujets maintenant... Oui, alors sur l'intergénérationnel, donc des liens avec les élus à l'enfance, enfin voilà, donc une belle diversité, puis un groupe solidaire. Et le CCAS prépare une lettre d'information, ce qui vous permettra régulièrement de connaître le niveau d'activité et puis les dispositifs qui sont mis en place. Donc merci pour ça. Pour soutenir le CCAS dans ses actions, il est proposé de lui verser une subvention annuelle de 10 000 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette somme ou sur ce qu'a décrit Mme Ribaille? Non. Alors, qui serait contre le vote de cette subvention au CCAS? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie. Nous en avons fini pour les délibérations. Maintenant, on passe aux communications du maire. Vous avez eu dans la note de synthèse que vous avez reçue avec la convocation l'ensemble des DIA. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, s'il vous plaît, contactez le service urbanisme. En ce qui concerne les délibérations, en ce qui concerne les décisions que j'ai prises au titre de la délibération que vous avez prises en 2020 dans le cadre des délégations de compétences que vous avez octroyées au maire, on va les revoir rapidement. Contrôle des équipements sportifs et récréatifs, ça c'est classique, donc c'est le contrôle de sécurité des équipements
les aires de jeu, les panneaux de basket, etc. Demande de subvention auprès de l'État, donc la subvention pour l'extension de la mairie, qui aujourd'hui n'a pas reçu encore de réponse positive, donc c'est pourquoi on a mis de côté ce projet pour l'instant. Demande de subvention auprès de l'État pour la renaturation de la cour du Loup-Bouillot. En revanche, là, on a une notification, donc du coup, on change notre plan, mais on va commencer par cette partie-là. Modification de la régie des petits encaissements, modification régie petite enfance, suppression régie culture, suppression régie plage. Ça rentre dans le cadre d'une demande de la trésorerie qui souhaite que les communes aient moins de régies, mais des régies plus grosses et plus variables. Typiquement, la modification de la régie enfance permettra d'accepter les paiements en carte bleue sur place. Aujourd'hui, on peut faire des paiements en ligne. On pourra, si on le souhaite, ou si l'opportunité se présente, grâce à la modification de cette régie, bien s'équiper d'un terminal de paiement et éventuellement recevoir des paiements pour les services enfance sur place à la mairie. Contrat Studio Informatique, c'est une entreprise qui va s'occuper de l'audit de notre parc informatique et de faire de la maintenance et des réparations. Ils sont à l'œuvre déjà depuis plusieurs mois, on en est très très satisfait, c'est vraiment un très très gros changement et un confort énorme pour notre commune. Contrat photocopieur Rico, bien c'est en remplacement du contrat Konica qui est arrivé à expiration. Contrat de dératisation, bon, je pense que l'intitulé est suffisamment explicite. Contrat de stratégie assistance et suivi des demandes de subvention. Donc ça, c'est ce dont j'avais parlé il y a quelques instants. Nous avons contracté avec un cabinet dont c'est le métier, dont c'est la spécialité. Et leur mission est d'aller à la chasse aux subventions, toutes les subventions possibles. Et ils sont rémunérés au résultat et en pourcentage des subventions obtenues sur la valeur des travaux. C'est 8% maximum. Donc là, les 20 699, alors je n'ai pas le détail en tête, mais c'est sur ce qui a déjà été obtenu dans le cadre des projets pour lesquels une subvention a déjà été octroyée. Entretien de l'horloge, vous savez qu'on a remis en route l'horloge de la mairie, et c'est une vieille dame qui a besoin de beaucoup de soins. Intervention dans les écoles par le tennis club Val-de-Bussy. Jusque-là, c'était un dispositif qui a bien fonctionné l'an passé et qu'on renouvelle. Convention de formation BS, BE, manœuvre, ça c'est les habilitations électriques pour le personnel du service technique. Et convention d'assistance et de suivi pour la gestion de la TLPE, donc la taxe locale sur les publicités extérieures. C'est pas tout d'instaurer la taxe, il faut être capable de déterminer son assiette. Alors c'est assez compliqué, en se baladant comme ça, d'évaluer la dimension des enseignes, etc. Et puis de les faire tomber dans les bonnes catégories juridiques. Donc c'est un cabinet dont c'est le métier. Avec un géomètre, etc. Ils ont aussi l'expertise juridique pour traduire en appel de fond, en fait, le résultat de leurs mesures. On n'a pas pris de risque, c'est le même cabinet que celui qui intervient à Claude-Duchesne du côté de Montévrain. Donc c'est rodé. Et vous voyez, alors 5 300 €, c'est la première année. Et après, bien évidemment, leur travail ne consistera qu'à de la mise à jour et des relances éventuellement. Donc, les années suivantes, le montant annuel sera de 2 300 €. Ce n'est pas indiqué ici, mais je vous le dis comme information complémentaire. Voilà pour les décisions prises dans le cadre des délégations de compétences données au maire. Je n'ai pas reçu de questions orales de l'opposition, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Il est 22h30 et je déclare le conseil municipal clos. Merci à tous et au 9 juin.